Cadre du contentieux préélectoral qui est attendu après la publication des 13 de la liste provisoire d'Elections Cameroun samedi dernier. 13 sont qualifiés pour le moment. 70 candidatures ont été mises de côté, ces candidatures. Mais justement, on va s'intéresser à ces 70 qui ont été écartés. Comment et pourquoi? Pour poser la question la plus simple, à qui la faute au regard justement des griefs entre guillemets retenus par le Conseil électoral d'Elections Cameroun. Comment comprendre que ces 70 dossiers de candidature aient pratiquement été mis de côté? On le verra avec nos invités qui sont pour la plupart déjà installés dans ce studio pour échanger avec nous et naturellement vous également de l'autre côté à travers les messages simples ou WhatsApp que vous pourrez également nous envoyer pour participer à cette causerie. On se fera le plaisir de les partager avec ceux qui sont en studio et ceux qui sont devant leurs petits écrans, mais également ceux qui nous écoutent à travers nos différentes plateformes digitales. On vous salue à travers le monde et avec vous, accueillons Bouba Aboubakar. Il est de l'Union démocratique du Cameroun, l'UDC, dont la candidature a bien évidemment franchi l'étape du Conseil électoral d'Elections Cameroun avec la candidate Madame Damjoya. Bouba Aboubakar, bonsoir et bienvenue. Bonsoir JJZ, bonsoir à tous les co-discutants et bonsoir à l'honorable Temanon Damjoya, candidate à la candidature pour l'élection présidentielle. Je précisais bien candidate à la candidature, parce que nous avons encore une étape à franchir. Certes, elle porte la voix des femmes et des jeunes. Et elle n'est pas bien jeune, hein, en tout cas. Vous la classez parmi les jeunes? Par rapport aux autres. Porte-voix des jeunes? Par rapport aux autres. Il y a Iram qui a 37 ans quand même. Oui, mais par rapport aux autres candidats. Elle est au milieu, elle est dans la tranche de jeunes. On ne peut pas la classer dans la tranche de jeunes. Par rapport aux autres anciens. Aux anciens, tout à fait. D'accord. Donc, c'est la première fois qu'elle va se lancer à cet exercice. Si finalement sa candidature est retenue après le consensus qui aura lieu entre nous de l'opposition. Et je profite aussi pour passer un bonsoir à la Sanaga Maritime. Vous ne parlez même pas du Conseil constitutionnel, vous parlez du consensus de l'opposition. Oui, parce que l'UDC attend maintenant le consensus. Mais certains de nos alliés de l'opposition, en l'occurrence le Manidem, et le Manidem, quand bien nous continuons à décrier cet acharnement sur le candidat du Manidem, qui est un allié, le professeur Maurice Kamto, dont nous attendons, nous croyons, à l'UDC, nous croyons que cette candidature sera réhabilitée, parce que c'est quand même notre Cristiano Ronaldo. Ah bon? Oui, il ne faut pas se le cacher. Cristiano Ronaldo de l'UDC? De l'opposition. Nous avons une équipe. La plateforme de l'opposition pour le consensus. Nous avons constitué une plateforme de cette équipe. Nous avons de Cristiano Ronaldo, de Sergio Ramos. Alors, le professeur Maurice Kamto occupe une place de choix dans notre système de jeu. Et le RDPC... On va dire que Cristiano Ronaldo, c'est le passé. Hein. C'est vous pensez qu'il c'est le passé? Non, mais quand il fait des merveilles avec Anas. Il fait des merveilles. Donc, nous condamnons vraiment le fait que... On va y arriver, voilà. Et je voulais terminer l'entrée en passant un bonsoir à la Sanaga Maritime, où nous avions passé le week-end. Nous y avons installé plus d'une dizaine de comités de quartier, partant de Pouma. Nous sommes arrivés à Idéa, où on a installé 8 comités de quartier dans la ville de Déa. Ensuite, le comité d'arrondissement et le comité départemental de l'UDC de la Sanaga Maritime a été installé. Et pour la petite histoire, il y a un groupe de dames, ça c'était à Pouma, les dames ont décidé, un groupe, elles ont remis les clés de Toudi à l'honorable Temanon Damjoya, parce que c'est leur candidat. Qui n'est pas Cristiano Ronaldo. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Et je tiens à vous rappeler que Sergio Ramos... C'est les exemples qu'on comprend. Non, mais Sergio Ramos, c'est le défenseur qui marque le plus. Baléba, vous dites pas... Pourquoi aller chercher les Sergio Ramos? On a les Mbemo, les Brian Mbemo. Oui, mais non, pour la petite histoire. Pour la petite histoire, je disais, c'est l'un des petits noms de l'honorable Temanon Damjoya. Ramos. On l'appelle Sergio Ramos. Parce qu'elle est... Non, Sergio Ramos. Quand elle est en défense, c'est rassuré. L'opposition est rassurée. D'accord. Jacques-Léonce Awono, juriste, un habitué de ce plateau, même s'il y a de cela on a quand même eu quelques temps d'infidélité, mais vous êtes de retour. Bonsoir. Oui, bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux co-discutants du soir. Bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info Télévision. C'est un plaisir d'être là. Merci de m'associer à la réflexion du grand soir de ce soir. On accueille également Jean-Marie Anaba, qui est journaliste
Et j'allais demander où est-ce qu'il est le code électoral. Il est bien visible. Il paraît que c'est votre livre de chevet maintenant. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir à vous Jean-Jacques Zé, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Info TV, bonsoir à mes co-discutants. Je démontre aux téléspectateurs qu'effectivement, nous avons notre livre de chevet, le code électoral, parce que nous ne venons pas à la télévision faire les choses de Facebook et de WhatsApp. Nous prenons la peine et vous verrez dans le débat que vous avez mis sur la table que ceux qui ont la chance de vous regarder, et s'il y en a qui n'ont pas encore dit à vos voisins de vous regarder, qu'ils vous regardent parce que ils auront la bonne information autour de ce qui se dit sur Facebook en ce moment. Parce que nous autres, avant de venir sur votre plateau, nous avons pris la peine de mener toute une enquête auprès d'Elections Cameroun précisément. Et peut-être la chance qu'on a, c'est que, contrairement à certains confrères, on a accès à certaines sources d'informations. Parce que nous avons pris beaucoup d'années pour atteindre... C'est beaucoup de travail. Hein. C'est beaucoup de travail, oui. C'est beaucoup d'années. Parce qu'il y en a qui disent, quand ils vous voient à la télé, ils disent que non, le jeune gars là est dans les faux trucs. C'est pour ça qu'il est comme ça. Mais quand on allait sur le terrain avec Elé, quand même là, on ne nous a pas invités. Ils ne voyaient pas. Je vous dis, là, on ne nous invitait pas Elecam. Nous étions sur le terrain. C'est le fruit de plusieurs années de travail. Et nous apprenons toujours, parce que nous sommes humbles là-dessus. Nous ne sommes pas des experts électoraux. Nous sommes journalistes qui travaillent sur des questions électorales. Il faudrait que ce soit précisé et qu'on ne nous confonde pas à Elecam. Ce n'est pas parce qu'on maîtrise bien la loi électorale et qu'on a toutes les informations ou alors qu'on a accès à certaines sources d'informations que les gens croiraient que vous travaillez à Elecam. D'accord, vous êtes journaliste politique, vous tenez d'ailleurs des programmes très suivis. Oui, tout à fait, chef du service politique de la radio Royal FM, oui. Et il faut donner toutes les informations depuis près de 10 ans. Oui. Il dit bien chef service politique depuis près de 10 ans dans cette radio-là. Et jusqu'à janvier dernier, désormais éditorialiste de la même maison, éditorialiste politique. Donc vous voyez que ce qu'on fait à l'extérieur, si vous le fouillez à l'intérieur où je travaille, peut-être d'ailleurs on fait autre chose, même le patron peut reconnaître le travail qu'on a bas au quotidien. Merci Jean-Marie Naba, de temps en temps on vous passe des coups de fil hein, pour solliciter des adresses, parce qu'on voit sur votre plateau, vous recevez des personnalités qui comptent dans le débat politique. On salue le président Dieudonné Tédissé, qui nous regarde, le président national du PCPDC, qu'on aura certainement demain ou après-demain sur nos plateaux. On ne sait pas où est-ce que sa candidature s'est arrêtée sur le chemin d'Etoudi. Il viendra nous le dire. Vous revenez justement de Pouma. On a peut-être fait la même expérience ce week-end. On a pris un bout de ce qui se fait appeler l'axe lourd. C'est pas évident hein, de prendre la route entre Yaoundé et Douala. C'est très difficile parce que déjà c'est un frein pour l'économie. Je pense que quand tu fais le tronçon, je ne suis pas arrivé jusqu'à Douala, j'ai fait le tronçon Yaoundé jusqu'à Rendu et Déa, et c'est un frein pour l'économie du pays. Pourquoi? Parce que le premier point qui m'a marqué, c'est la situation, les lieux où se trouvent les postes de paysage, qui sont censés apporter plutôt un plus à l'économie. Parce que ceux qui, par exemple, ne respectent pas les charges sur les camions doivent être pénalisés en payant quelque chose dans les caisses de l'État. Oui. Ça, c'était l'objectif principal du paysage. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, que ces paysages, les lieux où ils ont été placés, sont dépassés. L'étude de faisabilité avait été mal faite parce que les paysages de Déa, même Yassa et Déa et Mbankomo se retrouvent maintenant dans le périmètre urbain. Ce qui engendre une congestion énorme qui devient plutôt contre-productif pour l'économie. Imaginez un camion qui part de Douala pour Rendu Yaoundé, le transit time, c'est 5 heures de temps. Mais il va se retrouver en train de le faire maintenant en 8 heures de temps. Là, c'est déjà contre-productif pour le transporteur. Alors là, les répercussions sont énormes. Donc nous invitons vraiment... Et vous avez ces ponts bascules qui sont d'un seul côté. Si vous venez de Douala vers Yaoundé, vous êtes obligé de faire la manœuvre pour aller sur le pont bascule et revenir, retrouver le tracé, votre direction normale, ce qui a des conséquences non seulement sur la fluidité à ce niveau-là, mais également au niveau de la chaussée. On voit bien que les manœuvres effectuées par les gros porteurs détériorent très facilement ce qu'on a comme goudron à ce niveau-là.
Vous avez fait l'axe lourd ces derniers temps? Ouais. C'est la même observation que M. Moussa, M. Bouba. C'est quand même un peu surprenant qu'en 2025, qu'on n'ait pas une vraie route au Cameroun. Une route aussi importante comme celle qui relie les deux capitales les plus marquantes de notre pays. Yaoundé, Douala, Douala qui est la capitale économique, et Yaoundé la capitale politique. Jusqu'à 2025, on n'a pas une route normale, une route praticable qui peut relier ces deux capitales. Il y a un problème. Et lorsque vous savez aussi que, à côté de ça, on nous a promis une autoroute qui a déjà été triplement financée, qui n'a toujours pas livré. Donc je crois que c'est un vrai souci. Et lorsque vous parcourez même d'ailleurs, même Yaoundé, il n'y a presque pas de route. Encore que partout vous pouvez partir, c'est des chantiers, c'est le sable partout, c'est des routes qui sont barrées partout parce qu'il faut recoller quelques morceaux. Et c'est comme ça presque dans toutes les nationales du Cameroun, où vous allez pas presque voir les nids d'éléphants, les nids de poules partout. C'est un vrai souci pour l'économie, comme l'a dit monsieur Moussa. Je crois que Monsieur Bouba. Je crois qu'il faut à un moment donné qu'on se pose les vraies questions. S'il n'y a pas de route, en pleine cité capitale, alors il y a un problème. Si les Camerounais ne peuvent pas se mouvoir en cité capitale, à Yaoundé, Douala, il y a un problème. Et lorsqu'on sait ce que, en termes économiques, ce que vaut la ville de Douala, et qu'on ne réussit pas à réaliser de façon normale la capitale, partant de Yaoundé, il y a un souci. Et je crois que même les voies accessoires qu'on pouvait emprunter, comme par exemple la voie ferrée, elle est presque inexistante. Parce que lorsque vous passez là-bas... tout est sur la route, il n'y a pas d'alternative du genre le chemin de fer. Justement. Parce qu'il n'y a qu'un train qui part de Yaoundé pour Douala et un seul train qui part de Douala pour Yaoundé à des heures précises. On n'ose pas parler même de l'âge de ces trains-là, c'est quand même un peu des années en arrière. Donc je crois que c'est un vrai souci, c'est un vrai souci. Beaucoup plus sur le plan économique. Lorsqu'on sait que notre économie est presque sous perfusion et que les gens ne réfléchissent pas à construire des infrastructures qui peuvent permettre de booster notre économie, il y a un vrai souci. L'axe lourd Douala-Yaoundé, aujourd'hui, il y a de cela quelques années, on mettait 3 heures de temps pour allier les deux villes. Aujourd'hui, il faut compter au moins 7 heures. Et là encore, vous n'avez pas une assurance d'arriver de ce côté-là. Jean-Marie a fait l'expérience de cette route ces derniers temps? C'est vrai que particulièrement la route Douala, non. Mais il y a 2 semaines, j'ai fait la route Yaoundé, je crois, sur la route de Sangmelima, parce que j'allais dans un village, un arrondissement appelé Ndom. Vous savez qu'on emprunte le carrefour 100 et on prend la route de Sangmelima en principe pour y arriver. Et j'étais moi-même au volant, donc j'ai pu constater au moins que cet axe routier-là a des problèmes. Et la route la plus récente que j'ai prise le week-end dernier, c'est celle de l'Ouest, toujours moi-même au volant. Et celle que je prends tous les jours, même pour arriver ici aujourd'hui, c'est celle de Yaoundé. Ce sont les routes de Yaoundé. Et je suis au regret que monsieur le maire de la ville puisse se battre comme il le peut. Je vous prends un exemple précis. Vous avez la route de Mombo. Elle ne date pas de 2 ans par là. Oui. Mais allez voir comment elle est déjà dégradée. C'est pour dire que la route est un patrimoine, monsieur Z. Il y va de la responsabilité de tous les Camerounais. Je crois qu'il y a même une loi qui a été promulguée au Parlement à ce sujet-là, pour la protection de nos routes qui sont des patrimoines. Parce que lorsque vous déversez de l'eau sur la chaussée, peut-être pour des raisons de laverie et autres des véhicules, vous devez savoir que c'est un patrimoine de tous les Camerounais que vous êtes en train de détruire. Lorsque vous gagnez frauduleusement un marché et que vous ne l'exécutez pas bien, vous devez savoir que c'est le patrimoine de tous les Camerounais que vous êtes en train de détruire. Donc il y a tellement de tracasseries, mais je pense que on peut espérer qu'il y ait un début de solution avec un texte récent du président de la République qui réorganise le fonds routier en dotant cet aspect-là, notamment d'une autonomie financière et juridique. Parce que c'est ça le plus important aujourd'hui. Il faut qu'il y ait des moyens, pas des moyens
comme c'est le cas au Conseil national de la route où les gens s'asseyent, mangent et prennent un peu de jus cassable à longueur de journée et tout ce qui va avec, sans compter les indemnités et autres, parce que c'est parfois des structures, nous disons, qui ne servent à rien, qui sont des coquilles vides. Il faut, sur le plan opérationnel, que l'on puisse régler ce problème. Vous avez vu le cas de la route que vous abordez, pourquoi il y a la circulation n'est pas fluide. Je crois que le ministre Emmanuel Nganou Djomessi a fait un constat sur le terrain il y a quelques jours. Il y était sur le cas de la pénétrante S, qui est l'un des problèmes majeurs à ces embouteillages, malgré l'autoroute Yaoundé-Douala, dans sa phase, sa première phase, qui connaît des goulots d'étranglement aujourd'hui. Vous vous rendez compte que c'est la même situation. Donc, il y a des efforts qui sont fournis. Si on prend le cas de la route Yaoundé-Obala, il y a un projet là-bas, un chantier qui est en cours à partir de l'échangeur de Nkolmelen en arrivant au Lembe. Vous allez constater que des gens se sont précipités à déguerpir la gare routière de Tongolo pour l'amener du côté de Lembe. C'est ça qui crée des bouchons aujourd'hui à partir d'un cause. Donc, il faut prévenir. Lorsqu'on veut mener des actions comme celle-là, on ne dit pas que les chantiers, on ne peut pas être un pays qui est en permanence en chantier pour que l'on vante des slogans comme quoi le Cameroun est un grand chantier. Non, il ne suffit pas d'être un grand chantier, il suffit de réaliser effectivement tout ce que nous promettons sur des papiers, tout ce que nous promettons pendant des conclaves, même au niveau du Premier ministère. Donc, il y a un début de solution si jamais on applique tout ce qu'on a pu lire au niveau de cette réforme liée au fonds routier et que des gens se mettent au travail. Mais le vrai problème des routes au Cameroun, vous le savez bien, c'est la mauvaise passation des marchés et le suivi même et l'exécution de ces marchés-là. Quand vous attribuez les marchés à ceux qui sont vos amis, je m'amusais avec quelqu'un il y a 3-4 jours, je ne vais pas donner son nom ici, qui est un grand acteur politique bien connu et qui gagne les marchés parce qu'il a mis du RDPC et qu'il a mis des gens d'en haut et on lui donne les marchés. Et qui est derrière ces entreprises? Ce sont les mêmes gens du système. Vous voyez, quand on donne des marchés à nos amis et on ne veille pas à ce que cela soit exécuté parce qu'on veut opérer à des récompenses politiques, comme vous nous aidez souvent à gagner, nous aussi en retour, même si vous êtes entre guillemets de l'opposition, on vous attribue quelques 2 ou 3 marchés et on ne pense pas aux Camerounais parce que, je vous l'ai dit, la route est un patrimoine. La route, l'axe lourd Yaoundé-Douala, Paul Stéphane Mounouga, l'avez-vous essayé ces derniers temps? C'est vrai que ces derniers temps, je n'ai pas essayé l'axe lourd, mais j'ai beaucoup de proches qui font cet axe ces derniers temps et qui me disent que c'est vraiment un parcours du combattant. Ce n'est pas évident et que l'état que moi je connais là, ça s'est davantage dégradé. Ça veut dire qu'en réalité, c'est très grave. Parce que je vais peut-être rentrer par là où Jean-Marie est sorti. Peut-être il ne se rend pas compte que tout ce qu'il a décrit en réalité pose un problème. C'est un problème de système. Ça veut dire que le système a un sérieux problème. Parce que ce soit de la passation du marché jusqu'à l'individu ou la dame qui verse l'eau en route, c'est un problème de système. La dame qui verse l'eau en route, elle n'a pas été socialisée sur le plan institutionnel parce qu'il y a plusieurs manières de socialiser les individus. Il y a les appareils répressifs et les appareils idéologiques. Si elle verse l'eau en route et qu'on ne lui a pas dit qu'on ne verse pas l'eau en route, ça pose un problème. Pourtant, il y a des institutions qui doivent lui le dire. Et si elle verse l'eau en route et qu'elle n'est pas sanctionnée parce qu'elle a versé l'eau là où elle ne devrait pas verser, ça pose un problème. Absolument. Si on a donné à quelqu'un un marché alors qu'il ne mérite pas, ça pose un problème. Vous comprenez en réalité qu'aujourd'hui, c'est tout le système politique aujourd'hui qui a un problème. Ça veut dire que même si on changeait les individus aujourd'hui et qu'on restait dans le même système, on aurait les mêmes problèmes. Et je poursuis donc en disant que vous savez que le Cameroun est d'abord un pays de paradoxes. Vous savez que c'est au Cameroun qu'il y a ce qu'on appelle échangeurs compliqués et échangeurs simplifiés. Une façon de dire que ce qu'on appelle axe lourd au Cameroun, en réalité, c'est un abus de langage. Il n'y a pas d'axe lourd au Cameroun au sens strict. La typologie des routes, hein, est-ce qu'on connaît l'axe lourd? Oui, il y a la typologie des routes, mais j'ai envie de dire que quand vous avez quand même fait l'auto-école et vous regardez les routes qu'on a au Cameroun, vous posez la question si... À quoi renvoie axe lourd? J'ai envie de dire que à quoi renvoie axe lourd? C'est une route normale en réalité, qui obéit aux normes. Quand vous prenez nos routes, je prends un exemple avec les nouvelles voitures, les grosses voitures, vous avez l'impression dans un axe lourd que 2 voitures ne peuvent pas se dépasser. Absolument. Ça pose un problème.
ça pose un problème. Ça veut dire que nos routes sont obsolètes. Donc il faudrait en réalité que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui fassent quand même l'effort de s'arrimer, parce qu'il y a un proverbe qui dit que là où la route passe, le développement suit. Et je peux vous rassurer que ce proverbe-là n'est pas faux, parce que la route apporte le développement dans tous les plans, dans tous les sens. Donc vivement que nos dirigeants cessent d'être concupiscents, qu'ils cessent d'être hédonistes, et qu'à un moment qu'ils placent quand même les populations au cœur des actions et des actes qu'ils posent. Alors, l'axe lourd aujourd'hui, Douala-Yaoundé, c'est une véritable catastrophe. Nous qui l'avons prise ce week-end, il faut qu'on se le dise clairement. C'est la mort qui vous guette à chaque virage, à chaque tronçon. Le plus difficile et parfois le plus amusant, c'est lorsque vous arrivez au poste de péage et que vous avez vu un projet de péage abandonné quelque part dans un bosquet, avec un vigile qui s'ennuie, et par exemple qu'on a tout volé de ce côté-là. D'abord, au niveau de la dimension, ça suscite des questions, mais on n'a jamais mis à l'utilisation ces péages jusqu'à présent. Pourtant, on nous a annoncé la modernisation du système de péage avec des péages pilotes qui devaient être aménagés. Rien n'a avancé jusqu'à présent, Jean-Marie. Mais je crois que vous n'allez pas nous tendre un piège sur les affaires de péage automatique. Laissez les affaires de M. Nganou Djomessi tranquilles. Vous savez, le Cameroun est comme un grand gâteau national. Lorsque chacun a pris sa tranche, vraiment laissez les tranches. Mais le péage n'est pas qu'un seul ministère. Il n'y a pas que les travaux. Non, je vous disais seulement que vraiment, je ne veux pas entrer dans ce débat-là. Mais le problème que j'ai avec... Vous voyez qu'on est en train de... J'évoquais là le fonds routier qui a besoin d'une autonomie financière, comme les textes le disent. On va prendre l'argent où j'ai rencontré un monsieur un jour dans un péage, je ne vais pas indiquer le lieu. Ceux qui connaissent les péages sur votre axe loin entre guillemets Yaoundé Douala, j'avais fait un arrêt, j'allais à un événement à Douala. C'est un ami avec qui j'étais qui m'a dit: j'ai un ami ici au péage, je veux le rencontrer, je l'appelle là, il peut nous donner un pot. Oui. Alors quand nous sommes assis, monsieur j'ai eu une information au-delà du nombre de bouteilles que nous avons bu. Et on nous demandait de boire jusqu'à l'heure que nous voulons. Heureusement que nous étions pressés. Nous avons pris beaucoup de temps là. Et on ne peut plus imaginer combien de bouteilles chacun avait prises à cet endroit. Mais j'ai eu une information comme quoi le monsieur qui jette le ticket en route là, de 500 francs, parce que le péage est obligatoire, il a au moins des immeubles et une villa déjà construite. Mais vous le voyez tout petit. Tout ce qu'il fait, c'est couper le ticket. Il ne fait pas autre chose que ça. Avec une tenue défraîchie. Oui, tenue vraiment. Il est au village, parce que c'est l'axe où c'est un village. Donc, il est comme un villageois. Mais allez voir où il vit et ce qu'il a déjà fait à sa famille, voyez-vous. Cela s'explique par quoi? Nous l'avons expérimenté. Quand vous arrivez à un péage, vous êtes pressé. On vous donne des tickets qui sont antidatés. Oui. Mais vous prenez, vous êtes pressé. Quand les gens passent même en cortège, vous ne comptez même pas bien le nombre de véhicules. On vous donne une grosse somme d'argent et ils ne prennent pas le ticket. Et ceux qui sont donc à cet endroit-là s'enrichissent avec l'argent des Camerounais. Et ça rejoint donc, contrairement à M. Menunga qui parle peut-être du système, mais une question de mentalité que nous devons régler. Il faut essayer de travailler sur les mentalités. Tout est lié. Voilà. Ça arrive à ce niveau de mentalité, c'est qu'il y a un problème. Et écoutez, ce qu'on reproche à M. Paul Biya, il faudrait que dans nos maisons, que l'on se lève le matin et qu'on regarde, si notre cou n'est pas balayé, on appelle un enfant de la maison, on lui dit balai. Parce que quand vous irez à la radio, comme nous qui passons à la radio là, avant d'aller dire aux gens qu'il y a trop de poubelles à Yaoundé, et il faut qu'on mène peut-être des enquêtes comme ça désormais, même ceux qui sont les leaders d'opinion, ceux qui bavardent à la télévision tous les jours, il faut mener des enquêtes sérieuses sur leur vie, que celui qui parle là, il vit où et il vit comment. Ça fera que lorsqu'on exposera désormais ceux qui sont censés être des sentinelles, que quand vous avez 10 minutes à la télévision pour édifier les masses, vous saurez désormais ce que vous pouvez dire, ce que vous ne devez pas dire. D'accord, on va faire sur le changement comme monsieur le maire de Mbalmayo, qui est très redouté maintenant parce que lui, c'est la sanction assurée. Si vous ne faites pas comme il a demandé de faire, vous avez l'amende qui arrive. Alors, c'est quand même regrettable lorsqu'on voit l'état de nos péages et nos pesages. Le Cameroun ne mérite pas ça aujourd'hui, rendu en 2025. Je crois qu'on mériterait mieux. Et le problème, c'est que cette petite route est suffisamment saturée aujourd'hui. Il y a des endroits où le goudron est totalement dénivelé, il n'existe plus. Mais vous rencontrez quand même des camions qui vont au Tchad, qui vont en République centrafricaine. Autant de choses qui auraient appelé à accélérer la construction de l'autoroute. On salue Émile Messi qui nous a retrouvés. Bonsoir et bienvenue.
Merci de m'accueillir, Jean-Jacques Zé, bonsoir aux panélistes, aux téléspectateurs d'Info TV. Toutes mes excuses pour ce petit léger retard. Dieu merci, je suis là parce qu'il faut dire, vous parlez de route, mais les embouteillages, c'est également lié à cette affaire de route. On le voit. Dieu merci, je suis arrivé. À Yaoundé ces derniers temps. Bon, peut-être que c'est les œufs qu'on casse pour que demain on ait une belle omelette et qu'on ne se plaigne plus. Mais un mot sur la route Yaoundé-Douala. Vous l'avez prise ces derniers temps? Oui, oui, oui. Je suis coutumier de cette route-là. Vous voyez, c'est le grand souhait de tous les Camerounais. Aujourd'hui, les plus grandes villes du Cameroun devraient être liées par une route digne de ce nom. Et je crois que nous en avons parlé suffisamment. Tout le monde est au courant et que les pouvoirs publics se saisissent du dossier pour que dans les meilleurs délais, les conditions de cette route soient vraiment améliorées. D'accord, merci beaucoup. Entrons dans le vif du sujet. Vous voulez dire un mot sur la route? Ce problème de route est un véritable serpent de mer. Il y a une route là qu'ils ont baptisée boucle de la Leki. Oui. Vraiment, on a passé du temps à dire que c'était une route qui était devenue impraticable. On a cru que lorsque le chantier avait été lancé, et que peut-être ça devrait être un motif de campagne politique pour le RDPC en 2025, mais la route n'est toujours pas liée. Ils n'ont même pas encore fait 30% du crasage. Malgré le passage du SGPR là-bas? Oui, ils n'ont même pas encore fait 30% du crasage. Ça, c'est même beaucoup. Et on se disait que peut-être, puisque 2025 c'est une année électorale, ils allaient s'empresser pour finir, pour que ça soit un motif de campagne. On vous a donné les La boucle sera bouclée d'ici octobre. Finalement, on vous a donné les changeurs. Entrer au bar là, il y a comme les changeurs. Sauf qu'au-delà des considérations politiques, Oui. parce que ça aussi c'est nos limites. Allez, qui est sur le grenier. C'est-à-dire lier les projets d'investissement public à des campagnes politiques. C'est une perversion aussi de la politique. Moi, je suis un homme politique. Je suis un peu contre cette façon de voir les choses. Oui. Nous avons besoin des routes pour se développer. On dit là où la route passe, le développement suit. Une élection présidentielle, c'est après 7 ans. Et il va falloir attendre la période électorale pour dire qu'on espère avoir enfin une route parce que c'est la campagne électorale. C'est encourager aussi ces membres du gouvernement à ne pas faire leur travail correctement. L'amélioration des conditions de vie des populations passe par la construction des routes à temps et à contre-temps. Donc, pas un rapport avec une campagne électorale. Il peut y arriver que les chantiers se fassent pendant la campagne électorale, mais que ce chantier soit réalisé dans les règles de la... Rien à voir avec la campagne électorale. Parce que vous imaginez la suite. Quelque chose qu'on fait pendant la campagne, ou alors pour la campagne électorale, très souvent n'est pas bien fait. C'est là que je dis qu'il faut vraiment éviter ce piège-là. D'accord. Oui, mais sauf que... On va avancer. On peut quand même avancer. L'opportunité, Jean-Jacques. On sera très content d'aborder les questions comme les routes lorsque la campagne électorale sera lancée. On recevra les clients ici, les candidats ici. Et ils nous diront certainement quels sont leurs projets pour améliorer le volet routier dans notre pays. 13 candidatures ont franchi l'étape d'Elections Cameroun. On attend maintenant l'étape du Conseil constitutionnel. Ça veut dire que 70 ont été recalés. Pourquoi? Comment? À qui la faute? Pourquoi tant de rejets? Bouba Aboubakar. Bon, déjà, je l'ai dit, je pense que c'était la semaine dernière, toujours sur ce plateau. J'avais dit qu'il y avait des candidatures fantaisistes et un coupaniste qui ne m'avait pas laissé finir. Il vous a appelé au respect. Au respect. Mais vraiment, quand nous parcourons la liste des rejets, ça devient même amusant, à la limite. Parce que les motifs. Les motifs, je parle des motifs, oui. JGZ. Parce que quand vous voyez les motifs, tu n'as pas l'âge requis. Tu viens postuler. Tu t'attends à quoi? Ensuite, tu sais que tu es un candidat indépendant. Le B.A.B.A. c'est quoi? Avoir 300 signatures. Tu vas où? Tu n'as pas versé les 30 millions de caution. Tu vas où? Mais ce qui est encore plus amusant, c'est qu'on a même vu des leaders, quand je vois des leaders des partis politiques qui vont postuler et qui sont incapables de fournir la pièce essentielle. C'est-à-dire, quelle pièce? L'attestation d'inscription sur une liste électorale. Oui. Mais M. N'Djamène n'a pas fourni ça. Je vais le citer. Donc ça veut dire que M. N'Djamène n'est même pas inscrit sur une liste électorale, mais il va postuler pour être président de la République du Cameroun. Mais ça, c'est de la comédie. Mais à l'UDC, nous avions plutôt condamné l'invalidation du professeur Maurice Kamto.
Ça, nous n'avions pas beaucoup à Alors, le motif est simple, multiple investiture. Je crois qu'on va trouver le motif exact. Multiple investiture par le Manidem. Par le Manidem. Pluralité d'investiture par le Manidem. D'accord. Bon, nous avons vu le RDPC le RDPC avait aussi une pluralité de candidatures. Mais il n'y a pas eu de rejet là-bas. C'est vous qui le dites. Oui, mais c'est ce que nous voyons, nous avons tous vu. Le RDPC avait 2 candidats. Onana et Biya. Mais on n'a pas rejeté les 2 comme on a rejeté pour le Manidem. Mais 2 poids, donc ça veut dire que nous avons 2 poids, 2 mesures. On a comme le candidat du RDPC. Il est militant du RDPC, non? J'ai dit candidat, je n'ai pas dit militant. Oui, mais... Et vous allez dire que Yebga n'est pas aussi militant du Manidem? Dans le fond, oui, c'est vrai que l'affaire en instance, on dira ce qu'on pourra dire. Bon, nous, à l'UDC, nous pensons et nous invitons vraiment la Cour constitutionnelle à dire le droit, parce que nous tenons à ce que la candidature du professeur Maurice Kamto soit réhabilitée, parce que nous avions commencé un travail de fond avec lui dans le cadre de la plateforme et nous tenons vraiment à aller jusqu'au bout. Mais même s'il n'est pas candidat, non, il peut même s'il n'est pas candidat, il est toujours dans la plateforme. Non. Par sa candidature. Et c'est prévu dans la plateforme. C'est prévu dans la plateforme. Et je t'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas un expert en football, mais je vais prendre un cas par exemple. Lorsque le Portugal battait la France en Coupe d'Europe, quand le Portugal allait à la Coupe d'Europe, il comptait sur Cristiano Ronaldo. Mais avant la fin du match, Cristiano était au banc de touche, il donnait des consignes et ils ont battu la France. Et j'espère que... Maurice Kamto est déjà au banc de touche alors. Pas encore, c'est vous qui le dites. Nous croyons que sa candidature sera... Non, nous croyons que sa candidature sera... Et que Cristiano Ronaldo, comme vous l'avez appelé, sera dans le match. Dans le match. D'accord. Paul Stéphane, pourquoi tant de rejet de candidature? Tant de rejet déjà, d'abord parce qu'il est quand même pas sérieux. Il est quand même pas sérieux. Je vais vous expliquer pourquoi il est quand même pas sérieux. Parce qu'il y a des candidatures qu'on n'aurait pas dû accepter. Dès le départ. Il y a des conditions qui sont déjà consacrées sur le plan constitutionnel et sur le plan législatif. On n'a pas besoin d'attendre que le président... Mais il est quand même pas parti. Je vais vous expliquer, Jean-Jacques. On n'a pas besoin d'attendre que l'Assemblée nationale s'asseye pour vous dire, à vous le DG de l'ECAM, de produire une note de service qui informe vos collaborateurs sur la méthodologie du travail conformément à la Constitution et au code électoral. On n'a pas besoin d'attendre que le président signe un décret pour que vous sortiez un communiqué pour informer l'opinion nationale et internationale que voici les conditions pour candidater. En conséquence, les dossiers seront vérifiés sous la forme au moins. Ça veut dire que quoi? Ceux qui sont chargés de recevoir les dossiers doivent au moins se rassurer que vous avez toutes les pièces. C'est comme dans un concours. Ceux qui reçoivent vos dossiers n'analysent pas votre dossier dans le fond. Ils se rassurent simplement que vous avez toutes les pièces qu'on a demandées avant de prendre votre dossier. Mais même si on les renvoyait à la porte, on allait quand même enregistrer qu'il y a eu un dossier qu'on a renvoyé. On allait avoir le même nombre. Je suis donc en train de vous dire que si on avait mis ces mesures, on n'aurait pas... Vous allez m'excuser de l'expression, c'est badaud. Parce qu'il y avait beaucoup de badauds dans ces candidatures. Parce qu'il aurait au moins eu honte qu'il va aller là-bas et il va rentrer avec son dossier, on le voit à Mondo Vision. Donc sur ce coup, l'ECAM n'a pas été sérieux. Parce qu'on vous dit que le travail de l'ECAM, c'est de recevoir. Par exemple, la Constitution vous dit qu'il faut être Camerounais pour être candidat. Ça veut dire que si un Chinois partait déposer son dossier, l'ECAM allait d'abord prendre. Et après se rendre compte qu'en fait, c'est un Chinois qui a déposé le dossier. Quelle image qu'on renvoie. Mais il y a 2 niveaux. On est en train de... à l'ECAM. On est en train il y a l'enregistrement des candidatures et puis il y a le travail du conseil électoral. On est justement en train de dire la même chose. Au niveau de l'enregistrement, votre candidature ou alors votre prétendue candidature qui sera analysée ne peut pas être enregistrée si vous n'avez pas tous les éléments qui permettent qu'on enregistre. C'est comme ça que ça se fait même dans les concours. Quand vous allez déposer votre dossier, on vérifie. S'il y a une pièce manquante, on vous dit que monsieur, votre dossier est incomplet, on ne peut pas l'enregistrer. C'est ce que l'ECAM devrait faire pour nous éviter d'avoir... Mais on ne dit pas aux gens de ne pas y aller si vous sentez que vous n'avez même pas de dossier. C'est à l'ECAM de faire le travail. C'est pour ça que je vous ai dit que la première des choses que le directeur de l'ECAM aurait dû faire, c'est de produire d'abord une note de service en interne qui définit la méthodologie de travail pour la réception des candidatures. Une fois qu'il a défini la méthodologie de travail, il sort dans un communiqué qui informe les potentiels candidats et même l'opinion nationale et internationale. Là, on sait déjà que
quand on va aller déposer le dossier, on va vérifier si on a toutes les pièces. Vous avez vu que le grand frère évoquait ici qu'il y a un candidat qui ne pouvait pas justifier qu'il est inscrit sur une liste électorale. Ce n'est pas sérieux. Donc c'est sur ce coup que j'accuse Elekam. D'accord. Maintenant, sur un autre aspect justement, il faut aussi questionner la mentalité de certains candidats. Et questionner même la moralité, le degré de moralité du Cameroun. Parce que l'institution présidentielle est quand même l'institution la plus sacrée. Et on ne peut pas se permettre de blaguer avec elle. Comment un citoyen qui est normalement constitué sait qu'on dit que pour être candidat à la présidence de la République, il faut avoir 35 ans, il a 26 ans, il ne peut pas déposer son dossier. Ce sont des cas comme ça qu'on doit tabasser. Oui, non, je suis sérieux. Ça peut paraître amusant, mais ça a un sens ce que je suis en train de dire. Parce que lui, il montre en réalité, quand vous analysez, il a le mépris pour la fonction présidentielle. En réalité, c'est un monsieur qu'on devait récupérer, lui donner une bonne fessée publique pour lui dire qu'on ne blague pas avec l'institution présidentielle. Mais il y en a qui nous ont fait comprendre ici que non, il avait un message à passer. Peut-être son souhait, c'est qu'on ramène un peu la majorité, enfin l'âge d'éligibilité à peut-être 20 ans ou 25 ans. Ce n'est pas de cette manière qu'on passe le message. Je dis la fonction présidentielle est une fonction sacrée. Arrêtons de la banaliser peut-être parce qu'on n'est pas satisfait des résultats qui sont produits par ceux qui incarnent cette fonction-là. D'accord. Mais il faut retenir que la fonction présidentielle est une fonction sacrée. Et il faut maintenir la sacralité de la fonction présidentielle. Et Émile Messi, si Elekam avait, dès le départ, refoulé les dossiers incomplets, est-ce qu'on n'allait pas entendre les gens dire que les textes n'ont pas dit ça? Enregistré d'abord, moi j'ai eu la belle aventure d'avoir le candidat Papillon, Didine Ferdinand, en direct, pendant qu'il déposait son dossier, il était au Trésor, et visiblement il n'avait pas le montant requis. Et pendant qu'il était en direct à la radio, il s'est mis à discuter avec les agents du Trésor. Que prenez ce que je vous donne. Vous n'êtes pas juste de la recevabilité. C'est le conseil considéré qui a dit si j'ai donné l'argent ou pas. Ce n'est pas votre travail. Alors si on commençait par mettre un tamis rigide dès le dépôt des dossiers, est-ce qu'on n'allait pas entendre justement d'autres contestations? Je crois que votre question est une belle réponse à tout ce qu'on vient d'entendre là. Pour aller dans le même sens. Effectivement, est-ce que Elekam s'est plaint d'avoir reçu 83 dossiers ou alors plus de dossiers qu'il attendait? Elekam ne s'est pas plaint. Est-ce que Elekam est allé hors délai parce qu'il y avait suffisamment de travail? Elekam a fait son travail dans les délais. Mais de quoi reproche-t-on à Elekam? Ou alors on dit Elekam aurait dû faire ceci. Mais quel est le problème? C'est la question que j'ai envie de poser à Stéphane Mounouga. Qu'est-ce que Elekam vous a demandé? Est-ce qu'on aurait limité et éliminé les badauds de Non, ça ce sont nos perceptions à nous maintenant. En quoi ça gêne Elekam? Qui est 200 signatures? Et vous l'avez très bien dit. La recevabilité. Est-ce qu'il y a une loi? Parce que, contrairement à ce qu'il disait, Elekam c'est d'abord une institution administrative. Si on commence à demander à l'agent qui perçoit, qui reçoit le dossier, de fouiller et voir ce qui est dedans et ce qui n'est pas dedans, il y a un problème. Et je pense que le mécanisme mis en place est tout à fait normal. Vous déposez votre dossier en l'état. De peur qu'on nous dise qu'on a substitué une pièce. Oui. Et que c'est la commission et la compétence d'ouvrir et d'examiner. Oui, et d'examiner le fond du dossier. Moi, je crois que c'est une bonne démarche. Maintenant, dans les faits, en quoi ça fait mal que quelqu'un dépose un papier juste peut-être parce qu'il voudrait se faire ou alors entrer dans une histoire ou alors dans l'histoire à sa manière. Oui, dans les archives, qu'on puisse voir son nom dans la même liste que le président Paul Biya. On les appelle président au quartier maintenant. Vous voyez un peu, oui. Peut-être que c'est ça qui fâche certains. Mais d'autres ont réussi au moins le challenge. Ça aussi, chapeau. Mais ça n'enlève en rien au travail de tri, de sélection qui doit être fait. Mais lorsqu'on regarde... Oui, allez-y. Pour dire que ce mauvais procès qu'on fait Elekam là, j'ai même vu les enseignants de l'université faire une sortie là. Moi-même, j'étais un peu embêté. Mais c'est quelle histoire ça? On n'aurait pas dû, ça ressemble au désordre et tout et tout. Est-ce que Elekam vous a dit qu'il ressent ce désordre? Non, c'est un faux problème, je le dis juridiquement. Ce qui n'est pas interdit est permis. Alors, sur la question
Pourquoi donc tous ces rejets? Les rejets maintenant, donc, ça veut dire que c'est un travail de fond. Comme une institution administrative, elle est comme vérifie dans la conformité des pièces exigibles. Quelle est la pièce qu'il faut pour qu'on valide votre candidature? Et c'est là où je suis un peu aussi indigné vis-à-vis de mon ami conseiller municipal de l'UDC. Attention, le spice que vous portez là, c'est quelque chose de digne. Et ça confirme que vous êtes un homme politique, que vous êtes un élu de la base. Vous ne devez pas dire n'importe quoi sur le plateau de télévision. Qu'est-ce qu'il a dit? Il serait du n'importe quoi. Quand vous dites, le RDPC a présenté 2 candidatures, alors il vient plaider pour ce qui est même d'abord éthiquement un peu incorrect. On devait valider la candidature de Kamto. Un homme politique ne parle pas comme ça, mon frère. Qui plus est un élu? Vous représentez un parti politique qui est l'UDC. Madame Joya, sa candidature a été validée. Vous devez vous en féliciter pour là. Mais dire que vous demandez que la candidature de M. Kamto soit réhabilitée, il y a quelque chose qui cloche politiquement. Ça, c'est un homme politique. Ça, c'est votre point de vue. Pour vous dire donc par rapport à ce que vous avez dit, lorsque vous prenez les textes, les statuts du RDPC, article 23, alinéa 5, il est clairement dit, Anna va le confirmer, lui qui maîtrise la plupart des textes des partis politiques, que le comité central du RDPC est l'instance qui investit des candidats aux élections nationales et locales. Il n'y a pas 2 instances d'investiture. Quand vous le dites, moi je me pose des questions sur votre formation politique. La question maintenant, qui a investi Théolère Nana en dehors de cette disposition statutaire du parti? On a tous vu, lorsque la candidature du président Biya a été déposée, on a vu le DCC Mvondayolo, en tant que mandataire, institut personnel du chef de l'État, qui a remis le dossier au mandataire du RDPC pour l'investiture, le secrétaire général du comité central. Bon, venez dire aujourd'hui qu'il y a eu 2 dossiers au RDPC et que par conséquent, comme il y a eu aussi plusieurs dossiers au Manidem, il fallait rejeter tout. Je dis c'est très superficiel. Et ce n'est pas sérieux quand nous faisons des débats à caractère éducatif. J'insiste là-dessus parce que ceux qui nous écoutent, en période électorale, tout ce que nous disons peut avoir une influence significative sur l'opinion. Et j'ai dit, moi j'ai d'abord la mission de former d'abord. D'accord. On va donner la parole à Jacques Léonce. Ce qui se passe au-delà des couleurs politiques. Merci Émile Messi. À Jacques Léonce Awono sur la question du nombre quand même assez impressionnant des rejets, même si le nombre de dépôts était déjà considérable. Vous avez lu à peu près les motifs qui sont retenus par Elections Cameroun. Le problème se trouve où? Le problème se trouve dans la fonction présidentielle. Qu'est-ce qu'elle est devenue en 2025? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Jean-Jacques Zé, nous avons un président qui a 93 ans. Ça, c'est connu. Oui, c'est connu. Oui. C'est connu. C'est quoi l'argument? J'en viens. C'est un président qui apparaît 3 fois l'an. Oui, ça c'est connu. Et quand on le voit 3 fois l'an. Oui. Et donc, il est invisible, inexistant. Donc, il existe par là, c'est la dévaluation de la fonction présidentielle. Un président qui est absent, qui est inexistant, qu'on ne voit pas. Les Camerounais ne croient plus en lui. D'accord. Ce qui fait qu'en réalité, les gens n'ont plus de respect pour la fonction présidentielle, pour l'institution. Il n'y a plus de respect. Parce que celui qui l'incarne n'est plus respectable. Il n'est plus respectable parce que lui-même il ne respecte pas le peuple qu'il a élu plusieurs fois. Il a fait 43 ans au pouvoir. Il a fait 43 ans et chaque année il apparaît 3 fois. C'est en 2025 que vous vous rendez compte qu'il apparaît 3 fois l'année. C'est ça? Voilà. Juste pour dire qu'en réalité, plus le temps passe, plus les gens se rendent compte qu'en réalité, c'est un président qui est inexistant, qui ne respecte pas le peuple qu'il a élu. D'où le rejet des candidatures, d'où la multiplicité des candidatures. Vous avez des candidats quand même les plus incroyables. Des gens qui se croient. Oui. Des gens qui vont à... Pour ceux qui nous suivent, nous avons 13 candidats. On est d'accord, il y a 13. Allons-y, on est sur les candidatures recalées. Oui. Vous avez quand même des gens qui ont été recalés, qui sont quand même assez curieux. Paul l'a dit, quelqu'un qui a 26 ans, qui va déposer un dossier alors qu'on dit 75 ans, il y a un souci. Ça veut dire que dans le fond,
les gens n'ont plus de respect pour la fonction présidentielle. Il n'y a plus de respect. Si les gens ont un minimum de respect pour la fonction présidentielle, un bonhomme de 26 ans ne va pas déposer un dossier alors qu'il faut 5 ans. C'est pour cela que c'est les Vous ne verrez pas des gens, présidents de partis politiques qui n'arrivent pas à prouver qu'ils ont été inscrits à l'ECAM. C'est que les gens n'ont plus de respect pour cette fonction. Et les gens sont dans la logique de ce que, comme M. l'a dit, c'est injurieux pour le Cameroun, l'État démocratique, de vouloir se faire un nom parce qu'on a déposé un dossier pour une présidentielle alors qu'on n'a pas les capacités. Alors qu'on a 26 ans, il faut 45 ans. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut se faire un nom dans un État démocratique? Sauf qu'ils ne seront pas considérés comme candidats. Est-ce que c'est par là qu'il faut se faire un nom en politique dans un État démocratique comme le Cameroun? Donc je crois que c'est la preuve de ce que... Peut-être que l'élection a offert une tribune à ceux-là qui vont peut-être l'exploiter en 2026 avec les municipales qui arrivent. Non, mais dans un pays sérieux, ça ne se passe pas comme ça. Mais dans un pays sérieux, chacun choisit sa stratégie. Il y en a qui choisissent de passer par les réseaux sociaux, disent tout et n'importe quoi. Mais dans ceux-là, on choisit la présence des caméras. C'est une stratégie malsaine qui n'honore pas le Cameroun en tant qu'État démocratique. Surtout dans le respect de la fonction présidentielle. C'est une institution qui quand même devrait être respectable. Mais lorsqu'on assiste à un tel scénario, vous comprenez que, comme je l'ai dit, les gens n'ont plus de respect pour cette fonction. Et moi, en priorité, j'accuse la personne qui encadre cette institution, qui incarne cette institution. Vous l'avez déjà dit depuis 43 ans. Avançons, et donc, il faut à un moment donné que la fonction présidentielle retrouve ses règles de noblesse. Puisqu'on ne peut pas avoir, on ne peut pas être dans un pays comme le Cameroun, un pays qui est à construire. Un pays où rien n'est fait, il n'y a même pas de route, tout est à refaire. Mais vous avez un monsieur de 93 ans qui est là, qui est absent, qui n'apparaît que 3 fois par... Est-ce qu'on va faire l'émission sur 93 ans? C'est ça le problème. Jusqu'à la fin. Vous l'avez déjà dit 3 fois. C'est ça qui a dévalué la fonction. C'est pour ça qu'il y a... C'est ça qui permet que... C'est pour cela que... Un gamin de 26 ans... On a dévalué la présidence et vous avez des candidats à l'élection présidentielle qui veulent redonner de la valeur à l'élection présidentielle, qui se lèvent quand même, qui ne peuvent pas justifier d'être inscrits, qui n'ont pas les 300 signatures, qui ne peuvent pas payer le cautionnement. Il y a même pire encore, qui viennent avec les candidatures assez bizarres, quelques photocopies et autres. Ils n'ont pas de casier judiciaire, ils n'ont même pas d'extrait d'acte de naissance. Tout ça, c'est parce que Paul Biya apparaît 3 fois par an. Justement, monsieur l'a dit, c'est un coup politique au Cameroun. C'est un coup politique au Cameroun. On peut se faire un nom en politique parce qu'on a été candidat à la candidature. D'accord. À 26 ans alors qu'on demande 35 ans. Ça, c'est au Cameroun. Et on veut qu'on prenne le Cameroun au sérieux comme État démocratique. Où, lorsqu'on va à une compétition électorale, on respecte la fonction. On respecte, par respect pour la fonction, il y a un minimum de considération à prendre en compte. D'accord. Mais si ça a disparu, c'est qu'il y a quelque part, il y a un souci. Et aussi, sur la gouvernance, Jean-Jacques Zé, nous sommes carrément dans un no man's land où des gens peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent. Le Cameroun, c'est comme s'il n'y a pas encore... Ils ne peuvent pas se permettre tout ce qu'ils veulent. C'est la preuve, Jean-Jacques. Et les Cameroun a dit que vous n'êtes pas, vous ne répondez pas aux normes, donc vous quittez. Donc ils ne peuvent pas se permettre. C'est pas comme si on les a laissés aller compétir. Dans une société organisée, les gens respectent la règle, la norme. Si les gens n'ont plus aucun respect pour la norme, ça veut dire quelque part, sur le plan de la gouvernance, il y a un problème. D'accord. Il y a un problème. Parce qu'il y a quand même une norme. Il y a une loi électorale qui donne les conditions pour être candidat. Mais si les gens ne respectent plus, ça veut dire que nous sommes dans un pays où les gens ne respectent plus la norme. Il y a quand même des gens qui ont respecté les normes. Leurs dossiers sont passés comme lettre à la poste de ce côté-là. Maintenant, il y en a qui la majorité n'ont pas respecté la norme. Vous comptez la majorité là. 70 n'ont pas respecté la norme. D'accord. Ça veut dire que quelque part, nous sommes dans un pays où les gens ne respectent plus la loi. Jean-Marie, sur la question, pourquoi tant de rejet? Est-ce que fondamentalement, on a entendu dire que Elekam n'est pas sérieux parce qu'il aurait dû nous éviter ce spectacle de badaud en peut-être s'il y a un communiqué pour donner les instructions que dès le dépôt du dossier, éliminer ceux qui ne méritent pas de faire la course. Monsieur Zé, vous avez vu le niveau de calme qui m'habite depuis que félicitations. J'écoute les autres et je vais prier d'abord mes co-discutants de ne pas me couper parce que nous allons faire la pédagogie. J'ai eu le temps de lire la fiche que vous m'avez envoyée. J'ai vu qu'il y a des juristes et des politologues sur le visuel en question. Je suis surpris que l'on parle de l'âge du président au lieu de parler du droit. C'est la première observation. Je ne vous le reproche pas, mais peut-être à mes co-discutants
qui ne veulent pas aider les Camerounais à sortir de Facebook et de WhatsApp. Je réponds tout de suite à votre interrogation avant d'entrer dans le fond. À qui la faute des 70 dossiers qui ont été rejetés? La faute aux citoyens qui ont postulé comme candidats indépendants et qui n'ont pas rempli les conditions. La faute aux partis politiques qui avaient le devoir d'investir des candidats et qui n'ont pas rempli les conditions. Et la faute à la loi électorale. J'insiste sur le troisième élément. La faute à la loi électorale. Je le dis pourquoi. La loi électorale a prévu que l'Elections Cameroun ait 2 organes. Vous avez la direction générale et vous avez le conseil électoral. La direction générale est chargée en quelque sorte pour que la grand-mère qui nous écoute à la maison de la préparation de l'élection sur le plan matériel et même de son organisation. Tandis que le conseil électoral, et là je vous réfère à l'article 10 alinéa 1 de la loi électorale, veille en principe sur le respect de cette loi électorale par toutes les parties prenantes pour l'objectivité, la transparence et la régularité des scrutins. Ça c'est le rôle du conseil électoral. J'ai écouté sur ce plateau que les Camerounais n'avaient pas le droit d'aller déposer leurs dossiers alors que ces dossiers ne sont pas bien constitués. Ça répond à ma troisième préoccupation, la faute à la loi électorale. L'article 123 de la loi électorale a dit que les déclarations de candidature sont déposées auprès de la direction générale des élections ou auprès des démembrements régionaux. On dit bien les déclarations de candidature, c'est-à-dire vos dossiers là. C'est la direction générale qui les reçoit. Qu'est-ce qui a été fait à Elections Cameroun? On a mis en place une commission de réception des dossiers. Comme son nom l'indique, elle ne reçoit que les dossiers. Son rôle n'est pas celui du conseil électoral qui est le juge de la conformité et de la régularité de ces dossiers que vous avez déposés et les pièces constitutives. Au niveau des démembrements régionaux, les mêmes commissions ont été mises en place pour permettre aux candidats qui ne peuvent pas partir de l'Ouest pour venir à Yaoundé ou de Ngaoundéré pour venir à Yaoundé pour venir déposer leurs dossiers. Donc, sur ce que j'ai entendu ici, les Camerounais avaient leur droit d'aller déposer les dossiers parce que c'est la faute à la loi électorale qui a permis que la direction générale reçoive ces dossiers-là. Maintenant, dans le fond, moi j'ai travaillé sur des cas spécifiques et au-delà de ça, l'enquête que j'ai menée jusqu'à cet après-midi pour mieux comprendre pourquoi le rejet, au-delà de ce que les gens lisent sur Facebook et WhatsApp. J'ai travaillé sur au moins 4 cas. Vous voyez que j'ai pris des notes pour que je ne vienne pas dire des choses qui ne tiennent pas à la télévision. Merci rapidement. Alors, rapidement, les dossiers qui ont été rejetés, en dehors des candidats indépendants qui, pour la majorité, n'ont pas rempli la nécessité de collecter des 300 signatures. Parce que c'est un peu mission impossible. C'est une mission impossible. Vous le dites encore que si vous calculez 27 candidats indépendants à raison de 300 signatures par candidat, ça va dépasser le nombre d'élus que nous sommes en train d'espérer au Cameroun. Ça, c'est une réalité. Ceux qui sont à la maison peuvent fouiller, même sur Google, ils verront que ça dépasse. Donc, soit on devait faire le marchandage des signatures, soit les candidats allaient se retrouver avec des doublons dans les signatures, c'est-à-dire que 2 candidats ont reçu la signature d'un même individu. Donc ça c'est pour... Mais il faut également dire que les candidats sont beaucoup plus arrêtés au niveau des élus des partis politiques. Ils ont oublié les chambres consulaires qui offrent quand même également la possibilité. Les chambres consulaires, si on prend la chambre d'agriculture qui a 100 membres, la chambre de commerce doit avoir peut-être 180, un peu plus ou un peu plus. Et les chefferies de premier ou de deuxième degré. Alors, il y a au moins 3 cas spécifiques sur lesquels moi j'ai travaillé sur la liste de ceux qui ont été rejetés. Il y a le cas de l'UPC, il y a le cas du Manidem et il y a le cas du MPCN. Voilà les 3 cas qui sont victimes de la pluralité d'investiture. Il n'y en a pas d'autres, contrairement à ce que j'ai entendu RDPC Univers. Je vous l'explique. L'UPC a quel problème? L'UPC a investi 3 candidats. Or, en réalité, les 3 candidats qui ont été investis par l'UPC n'ont pas respecté le principe du leader en
qui devrait investir. C'est-à-dire qu'à l'Union des populations du Cameroun, et là j'explique d'abord la méthodologie. Donc, l'UPC fonctionne avec un comité directeur, oui, pas avec un leader. Ce n'est pas. Permettez, je vais dire, si vous stopper à tout moment. Non, il faut qu'on soit clair, parce qu'on parle de on va échapper la pédagogie. Je ne veux pas que Jean-Baptiste arrive ici avec les dossiers. Non, je suis en train de vous répondre. On n'entre pas totalement dans le fond, parce que les affaires sont en instance. Oui, voilà. Permettez-moi, si vous coupez à tout moment, on va sur le Conseil constitutionnel. Permettez-moi, on ne va pas édifier les Camerounais. Si vous me stoppez, ça va nous empêcher d'évoluer. C'est pour ça que j'ai demandé que même les co-discutants ne me stoppent pas. Parce qu'il faut qu'on soit conforme à la méthodologie. On ne dit pas le droit ici. Permettez, sur la méthodologie, après nos enquêtes, le travail du Conseil électoral consiste à utiliser le règlement intérieur d'élections Cameroun, mais également, il s'appuie sur les statuts actualisés des formations politiques qui viennent du MINAT. Cela voudrait dire quoi? Il y a 3 partis politiques qui sont concernés par le cas de pluralité d'investiture. Sur le cas de l'UPC, c'est un comité directeur qui investit. Oui. C'est ce que j'étais en train de vouloir vous préciser. Ça veut dire que sur ces cas-là, il n'y a pas le comité directeur qui a investi quelques candidats. Du coup, on se retrouve dans une situation où les textes qui viennent du MINAT disent clairement qui est le seul leader statutairement qui devrait investir en ce moment sur les différentes tendances que vous connaissez. Je ne vais pas le citer ici pour ne pas entrer dans une affaire interne, rassurez-vous, d'une formation politique. Le cas du Manidem a un problème que vous avez M. Anissé Ekane, qui est le leader du Manidem, mais qui en principe ne devrait pas investir un candidat. Parce qu'il y a également un comité qui doit investir au niveau du Manidem. Mais à la surprise générale et à la dernière minute, vous avez également les statuts du parti qui disent que c'est un comité directeur qui investit. Mais vous avez une investiture qui vient de M. Dieudonné Yebga et dont les textes prouvent qu'il a organisé une concertation qui lui donne la possibilité d'être effectivement le leader qui parle au nom du Manidem. La pluralité d'investiture vient donc d'où? Vous avez des gens qui ont, et je rassure nos téléspectateurs, les 2 dossiers sont bons. Comprenez ce que je vous dis, y compris celui de M. Kamto. Il dit aucune faute à l'intérieur. Le dossier de M. Kamto est bon. Le dossier de M. Dieudonné Yebga est bon, mais le problème qu'ils ont, et comme le Conseil électoral n'est que juge de la conformité, de la régularité, il ne peut pas se prononcer pour valider un des dossiers, pour qu'on dise qu'il est quand même en connivence avec le système. Il sera donc question de quoi au niveau du Conseil constitutionnel? C'est le Conseil constitutionnel qui décidera sur la base des éléments qui viennent du MINAT, qui a une cellule juridique qui va prouver à quel moment M. Dieudonné Yebga a organisé. Il y a des décisions de justice aussi. Tout à fait. C'est pour ça que je vous dis que, voilà, c'est pour dire que ça ne relève pas du Conseil électoral. Maintenant, les derniers cas sur lesquels je voudrais m'attarder, il y a le cas de Univers et du RDPC. Et vous verrez que vous avez certainement la décision qui porte sur la résolution de rejet, la décision du 26 juillet 2025 sur les candidatures qui ont été rejetées. Il est dit à l'article 2 de cette décision, si vous l'avez bien lu, et j'ai le document avec moi, 2 candidatures n'ont pas été investies ni par un parti politique, ni présentées comme candidats indépendants. Première candidature, Léon Télé Onana, dont le dossier est arrivé par Campos, et un dossier qui n'est pas complet, selon les enquêtes que nous avons menées. Il n'est pas complet, au-delà de la lettre d'investiture simplement. Deuxième candidature, Dame Mbouet Adélaïde, du parti Univers, qui a envoyé une correspondance, justement, dans une promesse d'investiture venant du professeur Prosper Nkumvodo. Donc, elle n'a pas été investie par le parti Univers, elle n'a non plus été candidate indépendante. C'est pour cela que ces 2 candidatures sont particulières, RDPC et Univers. Maintenant, le dernier cas, et je ne vais pas citer son nom, pour des raisons de confidentialité, parce que ça peut être sensible, comme le Conseil constitutionnel doit faire son travail. C'est un parti politique, pour vous dire que comme son travail n'a pas été totalement parfait, ça je vous le dis pour avoir mené une enquête. Il y a un cas d'un leader d'un parti politique qui a bel et bien des élus. Mais on lui a reproché dans le motif que nous avons lu venant de ce leader-là, qu'il n'était pas inscrit sur une liste électorale et qu'il n'avait non plus présenté les 300 signatures. Vous voyez donc que le parti en question, dans la carte des partis qui ont des élus, figure bel et bien. Ouais. Et ce problème a été réglé au niveau d'Elections Cameroun selon nos enquêtes. Elections Cameroun qui a fait une note
au Conseil constitutionnel pour aviser que sur ce cas précis, ça a été juste une maladresse dans le travail qui a été fait à notre niveau. Je sors donc en disant que les décisions ou résolutions ou délibérations qui viennent de l'Elections Cameroun sont des résolutions de sagesse. Le problème du rejet sera trouvé au Conseil constitutionnel. Et c'est à partir du contentieux préélectoral que vous allez découvrir qui était l'ennemi qui n'a pas voulu d'une candidature X ou Y. Mais à notre niveau, après enquête, il ne s'agira point du Conseil électoral d'élections Cameroun. D'accord, d'accord. Allez, le cas Jean-Blaise Gouette qui est passé par là, défaut de 300 signatures légalisées alors qu'il a les élus, ça peut être revu. On a également parlé d'attestation, d'inscription sur les listes électorales. Le cas Jean-Blaise Gouette, je parle quand même de lui, parce que là, pour lui, il nommé ministre de la Communication. C'est vous qui prononcez les noms. D'accord, rapidement, réaction après l'exposé de Jean-Marie Anaba tout à l'heure, Émile Messi. Oui, je crois que Jean-Marie en avait allé très loin dans la connaissance. Et ça fait aussi bien d'informer. Mais sauf que beaucoup de dossiers étant pendant, déjà au Conseil constitutionnel, on devrait se garder la lettre loi dans les dossiers. Ça aussi, c'est très important. De peur d'influencer quoi que ce soit, mais donner des bonnes informations. Par rapport à la thématique, moi j'aime rester dans les thématiques. Vous observerez qu'avant la dernière élection, avant le code électoral, c'était 2011, l'élection présidentielle. Là, les conditions même d'être candidat étaient encore très souples. On parlait d'un cautionnement de 5 millions. Il n'y avait pas de conditions de représentation, de ceci, cela. Mais on n'avait pas vraiment dépassé le cap de 30 candidats. Or, avec la loi électorale de 2012, modifiée en 2019, on a durci les conditions. Vous voyez un peu le paradoxe. Le cautionnement, elle est à 30 millions. On a exigé aux partis politiques d'avoir au moins un élu. Et à défaut, on a donné la possibilité aux candidats indépendants d'être investis. Condition d'avoir les 300 signatures. Bon. En 2018, nous n'avions pas eu autant de candidats. Donc, moi, je continue à dire, contrairement encore à mon ami Anaba, la faute à la loi électorale. Non, on ne juge pas la loi. La loi n'a pas interdit. Mais si on a en République, on ne juge pas la loi. Les lois, c'est parce qu'il y a des grèves qui sont émises. J'ai dit que je suis dans l'approche par rapport à la loi. Monsieur, on arrive à modifier. C'est pour l'instant. J'allais lui je vous ai dit d'entrée de jeu. Pour l'instant, l'ECAM ne s'est pas plaint d'un surplus de travail par rapport à ce volume de candidats. Voilà. Ça va nous dire que le débat que nous voulons là, en disant que la loi n'est pas mauvaise ou la loi ne devait pas le permettre, je dis, pour l'instant, la loi le permet. Comme il a bien expliqué. Je dis la faute à la loi parce que c'est l'article 123 qui a demandé que les Camerounais aillent déposer leur déclaration. Je dis donc c'est pour dire que c'est la loi qui condamne. Mon approche maintenant, c'est que ceux qui condamnent, moi je ne condamne pas. Il n'y a pas faute. Les gens, en fonction des dispositions de la loi, ont la possibilité de déposer une chemise vide. Moi, j'ai vu les lettres de notification. Beaucoup avaient totalement tout le dossier. Aucun élément extrait d'acte de naissance, des choses les plus basiques. Pire encore quand on vous dit que même quelqu'un n'est pas inscrit. Mais c'est ahurissant. Quand on sait qu'avec la convention du code électoral, on arrête les inscriptions. Mais quelle bêtise, Anaba Jean-Marie. C'est ahurissant. Quand on a des ambitions pour être candidat, même au conseil municipal, il faut avoir l'attestation d'inscription à l'ECAM. Il le sait. Mais comment on en arrive là? On s'est dit tout simplement que, au-delà de penser que la fonction est banalisée, mais c'est aussi ça la démocratie. Je vous ai dit, il y a d'abord un problème psychologique qu'on ne doit pas balayer d'un revers de la main. Les gens veulent entrer dans l'histoire à leur manière. C'est-à-dire sur la liste des 83 candidats qui ont été déposés et reçus par l'ECAM. On a vu le prochain président, il sera là-dedans. Mais cela n'entre pas dans le registre. D'accord, on est d'accord. On va candidat. Vous l'avez dit, on va continuer. Sur la loi. D'accord. Le Conseil constitutionnel va arrêter qui seront les autres. Sur la loi, Paul-Stéphane Monouga, sur la loi, est-elle mal lue? N'est-elle pas comprise lorsqu'on lit tout ce qui est retenu comme motif? Ou alors la faute à ceux qui prennent le code électoral
et considèrent que c'est l'alpha et l'oméga. On s'en tient à ce qui est dit là-dedans, parce que là-bas dedans, on n'a pas dit certificat d'inscription sur les listes électorales, ainsi de suite. Non, je veux dire que beaucoup de personnes ne comprennent même pas la loi. La loi ne permet pas à tout le monde de candidater. C'est pour ça qu'on demande certains éléments dans le code électoral qu'on cite là. L'article 122. On vous demande l'investiture. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde. Contrairement à la pédagogie qu'on a voulu nous faire. Il y a les candidatures indépendantes. Permettez, Jean-Marie. Il y a deux possibilités. Même dans la candidature indépendante, on te demande 300 signatures. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde. Vous avez une conventionnalité. Ça veut dire que ce n'est pas... Non, vous êtes libre de permettez, Jean-Marie Anaba. Vous avez fait la pédagogie, on vous a écouté. Souffrez aussi qu'on vous fasse la contre-pédagogie. D'accord, allons-y. La loi, qu'est-ce qu'un dossier, techniquement? Un dossier, c'est un document qui a toutes les pièces. C'est ça, techniquement. Ça veut dire, si on dit que votre dossier, pour faire la police, doit avoir ceci, cela, et j'en oublie certainement, dès qu'il manque une pièce, ce n'est plus un dossier. Et c'est le travail du conseil. Il n'est pas recevable. Permettez. Du coup, on ne doit pas le recevoir. Parce qu'il faut convoquer ici la hiérarchie des normes. Premièrement, la Constitution vous dit que quoi? Qu'au Cameroun, pour être président de la République, il faut avoir 35 ans. Ça veut dire qu'on ne doit pas recevoir un dossier de candidature qui n'a pas 35 ans. Qui ne doit pas Vous ne doit pas le monter. Vous mettez la liberté, attention. Justement, la liberté, qu'on obéit aux lois qu'on s'est volontairement. La Constitution vous a déjà dit que pour être candidat à une élection présidentielle, il faut avoir 35 ans. Quand on est un bon gestionnaire, on n'a pas besoin d'attendre. On prend une note de service que conformément à la Constitution, je ne reçois aucun dossier de 35 ans. C'est la pédagogie juridique. On n'a pas besoin d'aller à l'université pour comprendre que... Et celui qui n'est pas inscrit. Permettez. Souffrez de m'écouter. Monsieur Emile Messi, souffrez d'écouter la vraie pédagogie juridique. Les pièces, Souffrez d'écouter la vraie pédagogie juridique. La loi n'a pas dit une personne à la fois. À la réception. À partir du moment où la loi constitutionnelle, qui est la norme fondamentale, vous donne déjà le ton. Vous, le responsable de l'institution, vous avez le pouvoir de vous appuyer sur ça pour définir une méthodologie de travail. Et vous avez une liberté de définir la... Vous avez ce pouvoir parce que la loi vous l'a déjà sa méthodologie. La loi électorale également vous donne les éléments qui constituent un dossier. Ça veut dire que pour que je reçoive votre dossier, il faut qu'il ait que le dossier ait toutes les pièces. Si ça n'a pas toutes les pièces, ce n'est pas un dossier, je suis désolé. Moi, je vais insister sur la compréhension de l'esprit de la loi. Parce que le code électoral, si on lit à 2, 3, 4 éléments qui sont retenus pour être candidat, il y en a qui se sont seulement inspirés de cet article-là, mais ont oublié d'autres éléments. Apparemment, il faut encore qu'on organise la pédagogie autour du montage d'un dossier. J'ai envie de vous dire que la loi électorale, là, sur les candidatures, n'a aucun problème. C'est l'ECAM qui n'a pas su s'organiser. Il faut dire la vérité. Et l'ECAM, je ne fais que prendre un exemple banal. Quand on lance un concours, on ne dit pas dans l'arrêté de concours qu'on va regarder si vos pièces sont conformes quand vous déposez. Vous aurez souhaité que la commission de réception des dossiers ouvre les dossiers. C'est ce qu'ils doivent faire. Ils n'ont pas besoin d'aller alors que la loi a donné la mission. Il n'y a aucun risque. On l'a Je vous dis qu'ils ne sont pas là pour examiner le dossier dans le fond. Il faut faire attention. Ils sont là pour vérifier si vous avez toutes les pièces que la loi électorale vous demande. Si une pièce disparaît, si on a corrompu les gens de la haute, dès que la candidature laquelle arrive, vous êtes en train de chercher des arguments pour vouloir justifier ce qui n'est pas vrai. Je vous dis qu'ils ne sont pas là pour faire l'analyse du dossier dans le fond. Ils sont là pour se rassurer que tous les éléments qui constituent un dossier, vous les avez. Ils sont là pour se rassurer que vous avez une investiture. Faites un tour municipal. Ils sont là pour vous rassurer. Ils sont là pour vous rassurer que vous avez un certificat de nationalité. Bref, ils sont là pour vous rassurer que la forme, au moins que la forme. Maintenant, le fond, c'est le conseil électoral qui va le faire. Ça, on n'a pas besoin d'attendre un décret du président. Ça veut dire qu'il peut vous renvoyer qu'à aller compléter. Exactement. Vous avez encore du temps. Aller chercher c'est ce que l'ECAM devrait faire. Donc, il faut arrêter de dire que la loi permet à tout le monde. Parce que même quand on convoque la candidature indépendante,
vous vous rendez compte qu'en fait, la candidature indépendante au Cameroun est élitiste. Ce n'est pas n'importe qui peut candidater sur le, j'ai envie de dire quoi, sur le prisme de la candidature indépendante. Mais là où je suis d'accord avec lui, c'est sur la question d'investiture. Parce qu'il y a une grande confusion par rapport à la question d'investiture. Et il faut rappeler ici, c'est vrai qu'on ne va pas rentrer dans le fond, qu'il peut même arriver que certains candidats aillent au Conseil constitutionnel et que le Conseil constitutionnel se déclare incompétent. Ça, il faut dire ça, quand on est dans la pédagogie. Parce qu'il ne gère pas exactement interne des partis. Exactement. Le Conseil constitutionnel il peut arriver dans certains cas que vous arrivez au Conseil constitutionnel. Il faut aussi voir le rôle du MINAT à c'est ça que je suis en train de dire. Comme l'ADN et la tutelle des partis politiques. C'est ce que je suis en train de dire. Le Conseil constitutionnel peut se déclarer indépendant. Il ne faudrait pas que les gens incompétents et renvoie les gens au MINAT parce que c'est lui en réalité l'organe qui veille lors de la création, le fonctionnement et même la dissolution. Les congrès. Et dans ce débat-là, on a eu également une autre approche concernant la lettre du MINAT au gouverneur. Est-ce que cette lettre a une valeur juridique? J'ai envie de dire que s'il y a une décision de justice, en réalité, la décision de justice est au-dessus de la lettre du MINAT. La lettre du MINAT, quand on convoque la hiérarchie des normes... il avait déjà attaqué. Hein. Justement. Le CPI avait gain de cause. Quand on convoque la hiérarchie des normes, en réalité, s'il y a une décision de justice, par exemple, qui donne gain de cause à Paul Stéphane, et que la lettre du MINAT donne gain de cause peut-être à Jean-Marie Anaba, en réalité, ma décision est au-dessus de celle de Jean-Marie Anaba. Donc, dans le principe... Mais politiquement, nous avons... On n'est pas politique. On est en instance judiciaire. Non, là-bas, là où on est là, au Conseil, c'est pas des partis politiques. C'est des partis politiques, mais on ne parle pas politique là-bas. On parle de droit. Dans les cas où il y aurait des décisions de justice, en réalité, le Conseil constitutionnel devra simplement mettre la correspondance du MINAT de côté et se référer à la décision de justice. Donc, je sors donc en disant qu'il faudrait que les Camerounais restent simplement attentifs et suivent ce qui va se dessiner au Conseil constitutionnel, parce que les décisions du Conseil constitutionnel sont des décisions pontificales. Ce sont des dogmes. Il faut le dire. Un grand maître avait dit que ce sont comme des dogmes. Une fois que le Conseil constitutionnel a pontifié, en réalité, on se tait et on accepte simplement, même si mais vous n'êtes pas d'accord avec Paul Stéphane sur les procédures, le processus de réception des dossiers de candidature, là où vous voulez demander aux gens de la commission d'ouvrir les dossiers, Boubacar dit que non, ça ne passe pas comme ça. Oui, mais avant de répondre, je voudrais dire quelque chose à M. Messi, si vous le permettez. À M. Messi? Oui. Alors, il s'est indigné tout à l'heure quand j'ai parlé de la candidature du professeur Maurice Kamto, du Manidem. L'UDC ici. Oui, je représente l'UDC. Et je voudrais rappeler à M. Messi que... C'est pas moi, hein, à ceux qui me suivent. Non, mais c'est vous qui vous... Les auditeurs ne se plaignent pas, c'est vous. On est du fait qu'un militant de l'UDC, de l'UC vient de l'UDC, pas l'UC, l'UDC, Union démocratique du Cameroun. l'UDC, oui. Voilà. Alors, lorsque nous étions dans la Sanaga maritime samedi, vous êtes arrivé après. Donc, y étant, nous avons appris que 13 candidats ont été retenus, parmi lesquels l'honorable Tomanon Damjoya de l'UDC, et que le professeur Maurice Kamto du Manidem n'a pas été retenu. Oui. De suite, M. Messi, l'honorable Tomanon Damjoya a sorti une note où il était désolé que cette candidature ne soit pas retenue. Et dans la note... S'il était sincère, alors Messi Kamto à l'UDC. Ok. Oui, donc dans la note sortie par l'UDC... C'est ça l'hypocrisie politique. Non, non, c'est pas l'hypocrisie. Dans la note sortie par l'UDC. Tout ça, c'est pour nous distraire. Et c'est votre habitude au RDPC. D'accord, dans la note de l'UDC, signée du président national, je suis désolé que la candidature du professeur Maurice Kamto du Manidem ne soit pas validée. Et nous attendons la Cour constitutionnelle. D'accord. Parce que nous travaillons en équipe avec M. Kamto. D'accord. Maintenant, pour revenir à votre question, j'ai eu la chance d'être dans la délégation qui est allée déposer le dossier d'honorable Tomano à Elekam. Je puis rassurer M. Menunga que lorsque vous entrez dans la salle, la commission, quand la commission vous recevait, la commission enregistrait les pièces que vous présentez. Voilà. De façon la commission enregistre les pièces, mais ne doit même pas se prononcer.
Et là, je trouve ça normal. Ne dis même pas qu'une pièce manque. Non. Cette commission avait pour mission d'enregistrer les pièces que vous aviez présentées dans votre dossier et vous remettez une décharge. Qui mentionnait les éléments que vous aviez déposés. Et c'est là où se limitait la mission de réception des dossiers. Voilà. Donc je pense que là c'est normal parce que avec l'expérience que nous avons vécue, M. Messi a parlé des municipales, il y a des dossiers qui sautent. Hein. Et même dans les appels d'offres. Ça c'est un petit secret que je veux passer aux auditeurs, aux téléspectateurs. Quand je monte, par exemple, les DAO, non, j'aggrafe mes DAO. Parce que même avant le dépouillement, même pendant les dépouillements... Tu vas déchirer moins de 2 pièces. Quand on a déchiré un DAO, non, on comprendrait qu'il y a une pièce qui manque. Donc vraiment, je pense que le travail fait par cette commission était bien fait et c'est normal que cette commission enregistre comme ils ont fait. Et cette commission n'est pas allée inviter les gens chez eux. Non. Ils viennent avec des dossiers presque vides. Vous avez un dossier absent de certificat de versement du cautionnement, absence de la liste des 300 signataires, c'est un candidat indépendant, absence de la déclaration sur l'honneur, absence de l'attestation de conformité fiscale, absence de l'extrait d'acte de naissance, absence du bulletin numéro 3 du casier judiciaire, absence du certificat de nationalité, absence de l'attestation d'inscription sur une liste électorale, absence de la déclaration de candidature. Ça veut dire qu'un seul candidat. Ça veut dire que ce candidat a porté une chemise vide. C'était une lettre ou c'était quoi? Une chemise vide de ce côté-là. Mais il y a même un homme politique qui n'avait même pas date de naissance. D'accord. Mon frère Ramani. Jusqu'à l'inscription à l'élection. Ramani était au conseil consulaire le jour. Ramani, il n'avait même pas date. Il n'avait pas également l'extrait de déclaration. Il a inscrit le conseil constitutionnel. Oui, mais ça c'est... Non, Ramani n'avait pas date. Je pense bien, si j'ai bien il va envoyer un message tout à l'heure, Ramani. Non, on a quand même... Bonsoir Ramani. C'était une grosse... Il y avait quand même de gros blagueurs. Disons-nous quand même... Oui, je crois que ça n'honore pas le Cameroun, Jean-Jacques, ça n'honore pas la démocratie camerounaise. Vraiment, ça donne l'impression que le Cameroun est une scène de théâtre où des gens peuvent se lever un matin et commencent à tourner des scènes, des cirques. Ce n'est pas plaisant à voir. Ce n'est pas plaisant pour le Cameroun qu'on veut. Le Cameroun qui veut se respecter, le Cameroun qui se respecte, ne mérite pas de vivre de telles scènes. Je crois que il y a aussi, des gens font parfois, j'ai écouté M. Messi dire que vraiment il est très agressif lorsqu'on commence à parler de la candidature de M. Kamto. Il ne veut vraiment pas qu'on en parle. Non, mais le problème c'est toi si tu permets. Oui, rien que le nom Kamto donne justement. Représenté officiellement. Alors que Kamto a démissionné du MRC, si vous ne le saviez pas. Monsieur Messi, permettez qu'on parle. Mais son nom vous hante. Monsieur Messi, permettez qu'on parle. Alors le virage c'est quoi? Maintenant que vous amenez à Kamto, le virage c'est à quel niveau? Le virage c'est que on étudie les candidatures rejetées. Oui. La candidature de M. Kamto, M. Jean-Marie l'a dit, que sur le plan de la forme, elle ne souffre de rien du tout. Oui. Elle est valable. Oui. Sauf qu'il y a quand même un film. Non, on ne fait pas le film. Qu'est-ce qui manque dans le dossier? Qu'est-ce qui a fait problème? Je suis en train d'expliquer. N'allons pas à la fiction. Il n'y a pas de film. Qu'est-ce qui a manqué dans le dossier de Kamto? Qu'est-ce qui fait problème? On parle de pluralité d'investiture. Est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'à ce niveau-là, c'est le film? Le film a commencé. Justement, permettez que je raconte le film. Il y a l'écran, le il y a un film, Jean-Jacques. Vous savez où je vais en venir? Non, je ne sais pas. Il y a un film. Il y a un film. Oui. Il y a quand même des informations qui ont nuitamment été modifiées dans le site du MINAT. Il y a un nom. Bon, le MINAT a commis un communiqué là-dessus pour critiquer cela, pour dénoncer cela. Ça, au moins, c'est aussi un fait. Allons-y. Le communiqué dit quoi? Le communiqué parle de quoi? Parce que là, j'attends voir le film. Le communiqué parle de quoi, Jean-Jacques? Oui. Donc, juste pour dire qu'il y a quand même, manifestement une envie. Vous avez lu le communiqué quand même. Il y a quand même le piratage. Voilà, le piratage. Alors, ne mettez pas les émotions. Les envies relèvent des émotions. Les gens, puisqu'il y a pluralité d'investiture. C'est ça, Jean-Jacques. Le MINAT parle de piratage. On questionne à quel moment ce piratage arrive. Seulement lorsque M. Kamto se fait investir par le Manidien, c'est là où le piratage arrive. Dans le site du MINAT, est-ce que les pirates pour rien? Il y a un souci. Il y a un souci. Donc les pirates, donc il faut dire quelque chose. Jean-Jacques. Il y a une volonté manifeste
d'empêcher que M. Kamto soit candidat. Ça vraiment... Alors, il a été candidat en 2013. Ça crève les yeux. À d'autres élections. Il a été candidat en 2018. Il a refusé d'aller en 2020. Aujourd'hui, il y a seulement une volonté manifeste. Bien sûr. Est-ce que il a refusé lui-même parti? Bien sûr. Vous n'interrogez pas le choix du Malidem. On analyse le fait. C'est aussi un fait. Le choix du Malidem n'est-il pas questionnable? Justement, c'est questionnable. Voilà. Je voulais chuter en disant que c'est vrai que on peut difficilement être compatissant avec ce qui arrive à M. Kamto parce qu'il est acteur majoritaire de ce qui lui arrive. Mais quand même, on questionne aussi les faits. On questionne les faits. Sur ces faits. On accepte que oui, le MSC n'avait pas d'élu, effectivement. Il s'est fait investir par un parti qui a au moins un élu. Oui. Mais on questionne donc pourquoi est-ce que le piratage du site du Minat arrive juste au moment où M. Kamto s'est fait investir. Attention, on n'a pas évoqué le texte. On n'a pas évoqué le site. Monsieur Anaba dit que la candidature de M. Kamto sur le plan de la forme ne soude rien. Oui. Alors, mais sauf qu'elle est recalée sur un des aspects prévus par la loi. Parce que les autres pièces sont bonnes. Est-ce qu'il a donc évoqué le site? Alors sur la question du choix du Manidem, allons-y. Est-ce que là-bas aussi il ne faut pas analyser un choix qui peut être problématique, Paul Stéphane? Non, je pense que, et c'est là où, parce que l'émission aussi pour but d'amener ceux qui nous gouvernent à améliorer leur façon de gouverner. Je pense dorénavant qu'il faudrait que le MINAT, peut-être chaque année, avec la clôture des enregistrements dans les listes électorales, nous produise des partis politiques en réalité avec les leaders qui sont reconnus et qui doivent investir. Parce que c'est ça aujourd'hui, parce que il y a plusieurs partis politiques qui sont en crise. Et la seule personne en réalité qui maîtrise les partis qui sont en conflit, c'est le MINAT. C'est lui qui connaît en réalité les situations réelles et ponctuelles des partis politiques. C'est vrai qu'on peut être, j'ai envie de dire, solidaire de ce qui arrive au professeur Kamto, mais quelque part, il est responsable. Oui, mais lorsqu'un parti politique va à une élection, il doit quand même s'assurer qu'on n'a pas des petites casseroles qui peuvent être un frein, qui peuvent nous bloquer. C'est là où je vais arriver. D'accord. Parce qu'il est quand même quelque part responsable de ce qui lui arrive. Parce que c'est comme je disais à quelqu'un que comparaison n'est pas toujours raison, parce que chaque État a ses réalités, son contexte et ces choses qui lui sont particulières. Si le boycott peut prospérer ailleurs, parce que quand vous analysez le processus électoral au Cameroun, en réalité l'élection présidentielle est une consécration. Ça veut dire que pour participer à une élection présidentielle telle que c'est structuré au Cameroun, vous devez d'abord participer aux élections locales. Parce que la candidature indépendante est une science-fiction au Cameroun en réalité. Ça veut dire que pour participer à l'élection présidentielle, vous devez commencer par participer aux élections locales. C'est interconnecté à tout ça. L'élection présidentielle est interconnectée avec toutes les autres élections. Donc une fois que vous refusez de participer à l'élection locale, vous avez refusé de participer à l'élection présidentielle. Et le professeur... Et c'est à ce niveau que moi je reproche le professeur parce que les gens confondent ses positions politiques aux positions juridiques. Il a donc utilisé une position politique en voulant nous faire croire que le mandat impératif était ce que ce n'était pas. Or, il a perdu du temps. Le temps qu'on a perdu pour débattre sur le mandat impératif, le prof aurait pu chercher un parti politique plus serein qui n'aurait pas le problème qu'il a aujourd'hui. Le problème qu'il a aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'en fait, il était tenu par le temps. Il n'a même pas eu le temps de vérifier si le Manidem avait des problèmes au Minat et autres. Il s'est lancé parce qu'il faut qu'il soit candidat. Or, vous vous rendez donc compte que l'énergie qu'on a dépensée pour amener les gens à accepter ce que le mandat impératif n'était pas, on aurait pu capitaliser ça ailleurs et trouver une formule pour se faire investir. Donc, en réalité, même si on est solidaire, parce que c'est un poids lourd de la politique camerounaise, ça on ne peut pas le nier. C'est un poids lourd de notre politique. C'est pour ça qu'on est solidaire de ce qui lui arrive et on souhaite qu'il participe aux élections. Parce qu'il faut aussi rappeler aux gens ici que il peut arriver que le Conseil constitutionnel valide une candidature même si elle n'est pas légale. Parce que le juge constitutionnel, il a la loi et sa conscience. Ça veut dire qu'il peut interpréter l'atmosphère politique et il décide de valider une candidature simplement à cause de quoi? De la paix sociale et du climat social. Et on espère donc que tous ces éléments seront mobilisés par le Conseil constitutionnel
pour que la candidature... Ne faisons pas croire que si quelqu'un n'est pas candidat, la paix sociale est Non, ce n'est pas ça que je dis. Ce n'est pas ça que je dis. Pour la paix non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Voilà. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis juste en train de présenter les hypothèses. Parce qu'il peut arriver que, sur le plan légal, que ce soit Yebga qui ait raison, ça peut arriver. Et le Conseil constitutionnel décide peut-être que, pour donner plus de crédibilité aux élections, laissons M. Kamto. Là, il n'y a pas de crédibilité. Non, c'est quand même un poids lourd. Ça, on ne peut pas. C'est comme si la Coupe du Monde, le club s'est joué ça en Barcelone, et non, c'était pas crédible. Voilà, bonsoir à vous, au plateau, bonne thématique. Je remercie beaucoup M. Mnouga qui vient de dire la vérité à tous les Camerounais, tout en spécifiant tout. Merci beaucoup. Les réseaux sociaux font des bruits pour rien. Pourtant, la loi est claire. Et je voudrais aussi dire que l'opposition serait sage si et seulement si elle se rassemble tout en choisissant une seule personne qui pourrait les représenter. Là serait le seul moyen de battre le RDPC. Bonsoir. Je vous écris depuis Bertois. Je suis en train de suivre le débat de près, mais j'accuse le modérateur du fait qu'il ne laisse pas la possibilité aux intervenants d'aller au bout de leur raisonnement. Du coup, voilà, je ne sais plus où est le bout. Les frais. Je ne sais pas où est le bout du raisonnement. Si on donne la parole à Ming Messi, pas jusqu'à demain. Les autres ne vont même pas parler. Alors donc, permettez-moi d'avoir, comme à la justice, le gong. Quand je sonne là, c'est le bout. Pour toucher un peu le conseil constitutionnel ici sur le plateau. Bonsoir le panel. On veut verser 20 litres de parfum sur le dépôt d'ordures. Il sentira toujours mauvais. Le pays, non, il dit que le pays ne sent pas bon. Je voudrais vous poser une question. Comment vaincre une équipe qui a la liberté de choisir ses adversaires? Toumba, depuis Figuil, qui veut dire que l'équipe de Nîmes Messi a la liberté de choisir ses adversaires. Bonsoir, grand soir. J'ai juste le regret de constater que les jeunes de moins de 35 ans ne peuvent pas être candidats à la présidentielle, mais les personnes de plus de 90 ans peuvent encore être candidats. Ça, c'est l'injustice, hein, je ne veux pas utiliser vos mots, à la jeunesse. Calvin et qui, depuis au bas, là, il faut militer pour que les lois changent. Pour le moment, c'est la loi qui va conduire ces élections. Pourquoi a-t-on reporté les élections législatives et municipales prévues en février 2025, mais reportées en 2026? Conséquent, le gouvernement fait de la camptophobie. Tout simplement, bonsoir à vous, là-bas, signé l'eau en poudre. Non, il faut envoyer le vrai nom, on n'est pas au bar. Si on n'est pas au bar. Bonsoir au Sénégal. 95 candidats ont déposé leur dossier pour être président. Oui, ça aussi, on le sait. Bonsoir à vous en studio. Même Maurice Kamto est rejeté. C'est honteux pour le Conseil constitutionnel qui n'a même pas encore parlé. On n'est pas encore au Conseil constitutionnel. Monsieur Dokona aime depuis Ngaoundéré. Attendez, hein, attendez que le Conseil constitutionnel siège. Il n'a encore rien dit. Monsieur Paul, vous avez parfaitement raison et merci beaucoup. Je ne sais pas sur quel point. Il a raison sur tout ce qu'il dit, même quand il n'a pas encore parlé, c'est ça? Bonsoir le grand soir, c'est pour la première fois que M. Anaba passe à la télé, qu'il se calme et respecte les autres. C'est pas en jouant au plus intelligent qu'il est plus pertinent. Monsieur me sommet, M. Anaba, que vraiment... Il faut lui dire aussi que ce n'est pas la première fois. Depuis des années que je passe à la télé. Qu'il soit rassuré. Respect à tous les panélistes, le rejet de 70 candidatures n'est que la marque indélébile du manque de sérieux des vieux qui veulent nous diriger. Il est important que les uns et les autres, en abordant cette problématique, fassent fi des émotions et des passions. Oui, de telles analyses devraient se faire à la lumière du code électoral que bon nombre de Camerounais ne lisent même pas. Après, vous avez commencé par dire que c'est les vieux. Maintenant, vous nous ramenez au code électoral. Nous voulons certes que les choses changent, mais pendant 7 ans, on n'a rien vu dans cette dynamique. On ne devrait pas faire comme si X n'est pas candidat, le pays sera à feu et à sang. On ne traîne pas les casseroles alors qu'on veut entrer à Etoudi. Samuel Ndongo, depuis Kribi. Alors, le président Amadou Aminou dit quoi? Bonsoir le panel. Moi, mon parti politique n'est pas en crise. Je souhaite bonne chance à mon grand président, le président Paul Biya. C'est le président de la MPC, Amadou Aminou. Lui, il ne passe pas par 4 chemins. Dites tout ce que vous voulez là. Lui, là, son président, il est focus. Le Manidem n'avait plus problème avant l'entrée de Kamto. Sa mise hors de course est un préalable pour les élections. S'agissant du régime honte à notre pays. Serge, merci pour ton message. Alors, bonsoir. La faute à personne. Les 70 candidats qui n'ont pas réussi aux examens attendent dans 7 ans. Bref, le chef de l'État avait dit horizon 2037. Non, il a dit 35. Vous êtes à 37. Et la force de l'espérance, l'expérience, aucune personne ne peut gérer le pays sans le connaître. Donc,
Papa Paul Biya Oboso, le Manbassa, depuis EDEA, qui nous envoie ce message-là. Bonsoir à vous, vous n'avez pas commenté du tout. Très belle émission, oui, il n'y a pas de contribution particulière. Bonsoir à vous, le monsieur en veste rose a dit quelque chose qu'il ne sait pas lui-même, car il affirme que le prof Kamto n'a pas eu le temps de vérifier si le Manidem est conforme. Est-ce qu'il sait depuis quand les tractations se font entre le prof et M. Ekane? Il faut souvent faire attention avec vos déclarations. Merci Romuald depuis Bédi à Douala. Voilà, est-ce que vous savez depuis quand remontent les tractations? Maintenant on voit. Voilà, Honoré depuis les États-Unis. Bonsoir. Au-delà de Kamto ou pas Kamto, la première règle de la démocratie, c'est l'alternance au pouvoir. Si l'alternance est impossible et bloquée, même à l'intérieur du régime, alors c'est la dictature. Nous sommes dès lors dans la fiction démocratique. Les Camerounais sont donc tous comptables, opposition et pouvoir de la mise en place de leur système. Les libres penseurs et journalistes doivent au minimum évoquer les challenges immédiats et futurs. Progression vertigineuse de la population, problèmes croissants d'accès à l'énergie, chômage et autres. En tout cas, on attendra les propositions des candidats à cette élection sur ces problématiques-là. Bonsoir à vous au plateau. Je vous suis depuis Sangbélima pour répondre à la question. Selon moi, la faute revient aux candidats parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas en règle, mais ils veulent être présents. Alors la loi s'applique tout simplement car le Cameroun n'est pas un lieu d'amusement. Sur la loi, Bouba Aboubakar, est-ce qu'on n'a pas l'impression? Les autres ont pris la parole, j'ai pas parlé. Les autres, voilà. Bouba Aboubakar, lui, il a l'avantage. Tous ont fait le tour de table. Oui, le tour arrive. Le deuxième tour, non, je ne l'ai pas fait. Non. Je ne l'ai pas fait. Bouba Aboubakar, sur la question des lois, est-ce que les candidats n'ont pas commis une erreur en marchant seulement avec le code électoral comme le fait Jean-Marie Andaba? Il faut aller au-delà. Non, je pense que je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit et ce que j'ai eu à dire l'autre jour. C'est comme ces personnes qui ont postulé savaient ce qu'elles recherchaient. Oui. D'ailleurs, qu'on fait volontairement des fautes. Oui. Parce que non, il ne faut pas qu'on perde le temps. C'était une façon de se faire voir. Il n'y avait pas autre chose. Parce que les lois, les conditions sont claires. Pour être candidat, on dit qu'il faut avoir 35 ans. Tu n'as pas 35 ans, tu vas où? Mais il y a un agenda. L'agenda est connu. C'est juste une façon de te faire voir. C'est pour amuser la galerie. On demande 300 signatures. Tu sais que sans 300 signatures, ton dossier ne va pas passer. Mais tu vas quand même déposer. Tu n'es pas inscrit sur une liste électorale. Mais tu vas déposer sachant que c'est une pièce importante. Non, je pense que même si on ne l'a pas écrite de façon expresse dans le code électoral, on doit savoir qu'on ne peut pas être élu sans être inscrit sur une liste électorale. Électeur toi-même. Non, c'est pas possible. Voilà. C'est pas possible. Il y en a qui confondent extrait de naissance à la photocopie d'acte de naissance. Il y a quand même beaucoup de problèmes, Jean-Marie Andaba, dans la compréhension même des textes qui encadrent les élections. Non, déjà, il faut dire que l'inscription, la condition d'inscription sur une liste électorale est prévue à l'article 117. C'est bien écrit là-bas, au-delà de la résidence de 12 mois consécutifs sur le territoire. Donc, c'est bien mentionné, donc c'est une exigence. Maintenant, nous sommes dans la logique de l'apaisement. Au moment où le Conseil constitutionnel va entrer en jeu dans ce processus-là, après le verdict du Conseil électoral. Et dans cette logique d'apaisement, je voudrais réitérer, et que le politologue ou le juriste ne me démentiront pas. Il n'y a pas une affaire Kamto, Yepga, Shewa Damuel, Ntimba, Baïbek et autres. Je cite ces noms parce que ce sont les trois principaux partis politiques qui sont victimes de la pluralité d'investiture. Mais il y a les affaires UPC, Manidem et MPCN. Il faudrait qu'on le comprenne très bien. Il s'agit des affaires des partis politiques qui ont investi des individus. C'est pour cela que M. Messi vous a dit que c'est le SG et non M. Biya qui allait déposer son dossier. C'est-à-dire qu'il y a un mandataire, même s'il y a eu des exceptions dans certaines formations politiques où le candidat peut aller lui-même pour des raisons de sécurité, peut-être qu'il ne fait pas confiance à quelqu'un, il peut déposer lui-même. Mais ce sont les affaires de ces formations politiques que d'autres ont empruntées comme des Yango, entre guillemets,
beaucoup plus, parce que sur certains cas en dehors de l'UPC, où ce sont, même à l'UPC, il y a même le cas, un cas de M. Abdourahmane Amadou Baba, qui a juste emprunté le parti. Donc, il s'agit des affaires de ces partis politiques. Et les recours ont déjà été introduits pour certains au niveau du Conseil constitutionnel qui va se charger du reste. Maintenant, je vais quand même, pour rester dans votre thématique, quand vous demandiez, ou vous continuez à demander à qui la faute, en dehors de ce que j'ai dit dans ma première prise de parole, j'insiste sur la faute aux candidats. Est-ce que vous savez, M. Zé, nous qui faisons le terrain, lundi, jour de délai de dépôt des dossiers de candidature, il est 22h moins. Après le dépôt du dossier de M. Dieudonné Yepga, parce que je me souviens à quel moment nous lui avons fait l'interview, qu'il refusait d'ailleurs. Il était au pas de course parce qu'il était dans un véhicule qu'il embarquait là rapidement. Ce sont les faits. Il y a 3 personnes qui sont arrivées à Elekam. Je vais taire le nom du candidat et de la formation politique. Mais je dis c'est des actes, vraiment quand les gens écrivent sur Facebook et qui ne font pas le terrain comme nous, j'y étais à 22h moi. J'ai vu un avocat, 2 cadres d'une formation politique bien connue qui sont arrivés à 22h moi après le passage de M. Yepga. Et ces gens sont allés au niveau du 3e étage d'Elections Cameroun. Et nous qui côtoyons la commission était là-bas. La commission était au 4e étage. D'accord. Je vous explique très bien. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? Parce que quand ils sont descendus, j'ai essayé de les approcher pour demander s'ils peuvent nous accorder une interview ou s'ils peuvent nous dire ce qu'ils sont venus faire, étant donné que le dossier du candidat en question avait été déposé des jours avant. Alors, après nos enquêtes, il revient que le dossier de ce candidat, dont je vais taire l'identité, avait un problème, qu'ils ont fourni la quittance en lieu et place du certificat de versement du cautionnement. Vous savez ce qui s'est passé? C'est un cadre d'Elections Cameroun qui leur a donné le conseil en plein 22h, mes frères, pour des raisons d'apaisement. Je vous en prie, si vous déposez une pièce pour changer la pièce qui est déjà là-bas, parce qu'ils sont allés à la trésorerie et on a modifié, c'est-à-dire ce n'était plus la quittance, c'était le certificat. On leur a dit, si on accepte cette pièce, soit vous venez pour nous piéger, soit vous aurez des problèmes au contentieux parce que il vous faut notifier le Conseil constitutionnel, donc vous ne trouverez personne au Conseil constitutionnel en dehors de nous qui sommes là jusqu'à minuit. Il est préférable, et rassurez-vous, votre dossier ne sera pas rejeté pour cette raison. Parce qu'il y en a qui présentent par exemple l'attestation de conformité fiscale, comme la loi fiscale a évolué, mais elle n'existe pas dans la loi électorale. C'est pour dire qu'il y a des améliorations, comme M. Monunga voulait que le DGE des élections prenne parfois des décisions. Il y a eu des améliorations que lorsque le Conseil électoral, sur la base des mandats qui ont été accordés à ces membres du Conseil électoral, lorsqu'ils siègent, ils se disent entre eux comment on fait pour apaiser. Ils trouvent donc des solutions. Et d'ailleurs, la loi électorale vous dit que l'administration, la justice, les partis politiques, la société civile, et je vais ajouter les médias, se concertent de façon permanente avec Elekam, dont le Conseil électoral. Et vous avez donc des gens qui ne participent même pas à ces concertations et qui aujourd'hui, c'est pendant ces concertations que les gens posent leurs problèmes directement à Elekam si on ne peut pas se rendre là-bas. Ça, c'est un exemple de la nuit de lundi pour vous dire que la faute est au candidat. Et je vais vous donner une indication. C'est un ancien candidat à l'élection présidentielle au Cameroun qui a commis cet impair, mais qui a été rectifié par Elekam parce que les gens accusent Elekam aujourd'hui, ne savent pas que Elekam a donné un conseil à un candidat dont le dossier ne souffre de rien jusqu'ici, en attendant éventuellement ce que le Conseil constitutionnel pourra dire. Maintenant, je sors par une chose pour réitérer que quand j'expliquais tout à l'heure que la loi électorale a prévu qu'il y ait 2 organes, le Conseil électoral, la direction générale, pour dire à Samuel Messi et à Paul Stéphane que il y avait effectivement, il n'y avait aucun problème que les gens déposent même les actes de naissance. Même si on est d'accord qu'on peut réformer la loi et donner plus de rigueur à cette loi-là pour qu'il y ait un aspect dans la loi électorale qui interdit aux gens de ne pas déposer des dossiers incomplets et qu'au niveau de l'Elections Cameroun, que la commission ne soit pas une simple commission de réception, mais la commission de réception est là parce que il y a la direction générale qui gère cet aspect-là et qui crée donc la commission et le conseil électoral sur la base des mandats qui ont été donnés à ces gens-là. Ce sont eux qui sont habilités à toiletter les dossiers qui sont déposés. Et d'ailleurs, M. Bouba Boubacar l'a dit, et je fais la précision, lorsque vous arriviez à la commission, le rôle de la commission était de vous remettre 2 documents.
vous avez le récépissé de dépôt et vous avez le bordereau récapitulatif des pièces demandées. Qu'est-ce que les membres de la commission font? Vous déposez, ils notent. Monsieur Anaba a déposé un dossier qui n'a que l'acte de naissance. Et ils font également des annotations à côté pour dire, il manque peut-être, on a observé telle chose. C'est ce qui était fait. Et on vous remettait plutôt l'original et ils gardaient par contre la copie. L'original qu'on vous remet, c'est qu'en cas de contestation ou réclamation auprès du Conseil constitutionnel, vous allez dire, c'est vous et les CAM qui avez perdu ma pièce parce que voici les pièces que vous-même vous avez cochées et vous avez fait des annotations. Donc, il n'y avait pas d'irrégularité dans le travail qui a été fait par la commission de réception. Donc, appelons les Camerounais au calme et que le Conseil... On est d'accord là-dessus. Est-ce qu'il ne faut pas en même temps interroger... Ah, vous n'avez pas encore parlé. Vous allez parler. Est-ce qu'on ne peut pas en même temps interroger le fonctionnement des partis politiques? On a l'impression que les partis politiques fonctionnent avec les guet-apens. C'est-à-dire que si tu t'amuses, quelqu'un va sortir du noir pour le revendiquer. Est-ce qu'on ne peut pas interroger le fonctionnement des partis politiques? Oui, effectivement, on peut questionner. Mais ça renvoie à la culture politique. Nous sommes malheureusement encore dans un pays où les gens ont une culture politique déficitaire. Des gens créent des partis politiques qui, parfois, commencent à devenir des yangos, comme quelqu'un a dit. C'est des comptoirs. Voilà, des gens créent des comptoirs. Valère Bessala dit vraiment qu'on leur a demandé 60 millions pour se faire investir par un parti politique qui a des... Quelqu'un a même démissionné avant le verdict du Conseil électoral pour soutenir officiellement M. Biya. Vous comprenez pourquoi il allait déposer son dossier. Et si vous lisez la résolution, permettez que je le dise, M. Eze pourra fouiller dans la résolution qu'il a. Vous verrez que son dossier était vraiment... Vraiment, il n'y avait pas d'éléments dans son dossier. Donc l'objectif était le marketing politique et accorder son soutien à M. Biya. Il se met en vitrine. C'est là qu'il ne faut pas leur interdire d'aller déposer les dossiers. Donc en réalité, pour faire sérieux, vraiment, il faut que la loi électorale essaie d'évoluer. Il faut que à un moment donné, au moment du dépôt des dossiers, qu'il y ait une commission technique de réception. C'est-à-dire que si vous n'avez pas toutes les pièces, on ne reçoit pas votre dossier. Ça fera plus sérieux et vraiment les gens auront du respect pour la fonction présidentielle. Des bonhommes ne viendraient pas avec 26 ans pour déposer. Vraiment, ça ne fait pas sérieux. Donc je crois qu'il y a aussi une question de culture politique. Est-ce que les gens savent même de quoi il est question? Est-ce que les gens vont en politique seulement pour se faire voir? Est-ce que les gens arrivent en politique pour la recherche des rentes? C'est quoi la politique? Est-ce que les gens savent même de quoi il est question? Ça questionne. Il faut cultiver les Camerounais la chose politique. C'est la preuve que vraiment les gens peuvent utiliser parfois des voies tordues pour arriver sur la scène politique. Voilà des gens qui, on soutient ça, que les gens peuvent se faire un nom parce que simplement il a déposé un dossier qui n'avait que l'acte de naissance. Alors il se fait un nom parce que sur la scène, on dira qu'il a été candidat. Je crois que ça ne fait pas sérieux. Il faut à un moment donné que peut-être le Conseil constitutionnel pourra davantage édifier les Camerounais sur le code électoral et aussi sur la Constitution. Et Stéphane l'a dit, la Constitution dit que pour être candidat, il faut avoir 45 ans révolus. Mais les gens ont 26 ans et vont quand même déposer un dossier. C'est que les gens ne lisent même pas la Constitution. Ils ne sont pas au courant. Et c'est un problème. C'est un problème. Il faut que les gens soient vraiment édifiés à la chose politique et aussi la culture juridique des Camerounais. Le Conseil, comme je l'ai dit, va nous aider à édifier les Camerounais. Voilà pourquoi parfois c'est souvent bien, lorsque c'est des audiences publiques, qu'on retransmet à la télé, que tout le monde, ça peut édifier les Camerounais. Parce que les acteurs politiques ne font pas beaucoup ce travail de culture. Ils ne cultivent pas les Camerounais. Ce travail d'éducation politique sont dans ce travail d'éducation. Il doit partir, l'autre doit rester. Oui, bien sûr. Ils ne sont pas dans ce travail d'éducation. Et pourtant, dans notre contexte, c'est un travail primordial pour les partis politiques. Il faut éduquer les Camerounais à la chose politique. Bonsoir à vous sur le plateau. Moi, c'est Évariste depuis Douala. Sachez que sans Camto, nous les jeunes n'allons pas entrer dans les bureaux de vote puisque on saura déjà qui est gagnant. La même chanson depuis 43 ans. Bonne soirée. Si les jeunes refusent d'aller voter, il y a les jeunes qui sont candidats. Vous pouvez vous mettre ensemble et faire changer les choses. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là. Et puis le parti, le RDPC est accusé. On dit que c'est vous qui allez chercher Yebga au village pour qu'il devienne candidat. Non. Je crois que ce que l'éditorialiste Jean-Marie n'a pas dit ici, pour moi, je le il ne nous a pas dit où sont Yebga. À titre de mon information, dans des conditions, je vous ai dit qu'il a quand même une culture sur des textes qui régissent et organisent les partis politiques. Oui, et les CAM.
Et techniquement, il nous a dit les conditions d'investiture dans le Manidem. Vous voyez, je prends pour information ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'on nous a brandi Anissé Ekane qui avait la possibilité d'investir quelqu'un, alors que les textes permettaient. Moi, je vais être d'accord avec Léon. Alors que le texte a quand même comme un film dans alors qu'il y a un comité investi le seul c'est ça que je prends pour information. On va relancer M. Messi. Non. C'est un comité, vous m'avez posé le conseil. Monsieur Messi, en 2020, M. Ekane a investi le seul conseil municipal du Manidem. C'est ça que je vous dis. C'est lui qui l'a investi en 2020. Pour évoluer. Pour parler d'un film. Non, il faut lui dire que M. Yebga a organisé un congrès. Il est récent. En quelle année? Et c'est le Conseil constitutionnel qui nous dira, comme les audiences seront publiques. Écoutez, je vous ajoute une information complémentaire. M. Yebga a organisé un congrès. En tant que qui? Il est récent. Écoutez, je donne les indications. Il est de 2025, il est récent, mais le Conseil constitutionnel... 2025. Oui, je vous le dis. Parce que j'ai vu la prise d'acte de 2022. La prise d'acte. Le Manidem, sous l'aval de M. Yebga, je n'ai pas couvert ce congrès, je vous précise, je n'ai pas couvert le congrès. Mais je parle j'ai accès à certaines informations. M. Yebga a organisé un congrès en 2025. Avec qui qu'on Je ne vais pas donner. Si vous donnez le mois, si je vous donne le mois, ça sera un film. Si vous donnez le mois du congrès, à la culture politique. Ça dit tout. En tout cas, le conseil va se poser. Pour revenir donc à pourquoi nous en sommes là, peut-être que c'est la bonne question aujourd'hui. Nous en sommes là pourquoi? Awan a dit quelque chose dans sa chute. La culture politique. Stéphane Mounouga lui-même s'est emballé dans une explication qui a semblé être très incohérente. Il présente bien sûr l'analyse politologique. Voilà un candidat qui débarque dans la scène politique, un éminent professeur d'université, qui a d'ailleurs fait ses preuves sur des dossiers à caractère purement juridique, qui se lance en politique. En 2013, on le rappelle ici, il a un parti politique, il se lance, il n'y a aucun problème. En 2018, il est là. En 2020, délibérément, il décide de ne pas aller aux élections. Quand on parle donc, ça aussi, ça fait partie des appréhensions politiques. Lorsqu'un homme politique de cet acabit, à qui on a fait confiance, qui nous ramène donc sur la scène politique, ce qu'on appelle la pseudo-science, sur le mandat impératif. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle la pseudo-science. Vous amenez un faux débat, mais vous imbibez ce débat de la science. Là, on fait une grosse machine arrière, là. Non. La fausse science, c'est justement le débat impératif, où beaucoup de gens ont cru que le MRC était en capacité d'investir un candidat. Et ils ont eu un congrès. Il leur a dit, je serai candidat du MRC. Voilà aussi l'éducation politique. Lorsqu'à la fin, pour aller très rapidement, on se retrouve dans une affaire du Manidem. Et on a raison. Une élection présidentielle se prépare. Vous l'avez dit. Après 2018, on entre dans une préparation de la prochaine élection présidentielle. Aujourd'hui, ces discours miséricordieux, de compassion, que le juge soit la paix sociale, il n'y a aucune menace sur la paix sociale. Ce ne sont pas des enfants de cœur qui sont au Conseil constitutionnel. Ils vont exactement faire ce qu'ils ont à faire. Permettez. C'est une hypothèse d'analyse. J'ai compris. On n'a pas dit oui, j'ai compris pour dire que ce ne sont pas les enfants de cœur qui sont au Conseil constitutionnel. Ils vont dire exactement ce qu'ils ont appris et ce que les textes prévoient, bien évidemment avec leur conscience. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit, nous ne nous focalisons pas sur un candidat. Au départ, nous étions 83. 70 sont passés. Il y a aussi des candidats très valeureux qui ont été retenus. Madame Tomaïn, la seule dame, contre également exaltée. Nous avons les habitués. Il a envoyé Madame Damdjo à la défense. C'est pour ça que j'ai dit, nous devons l'exalter. Une dame a quand même été retenue. Et on voit le combat de cette dame en politique depuis du vivant de son mari. Aujourd'hui, son dossier a été retenu. Je crois que c'est ça que nous devrions partager aussi comme bonne nouvelle. Je sais aussi, c'est des poids lourds, le SIF. Il y a le FCCNC, Sachiroma Bakari, le retour de l'UNDP et l'étoile Cabral Libi qui monte, qui a également été retenu. Donc, nous ne nous focalisons pas sur une candidature. Si jamais même elle est définitivement rejetée au Conseil constitutionnel,
pour brandir des petites menaces qui ne Il n'y en a pas. Il n'y a pas de Conseil constitutionnel fait son travail en toute quiétude. Le Conseil constitutionnel va siéger. Monsieur Messi. Je réponds à un qui a parlé de cette affaire ici. Parlant de menaces, on a déjà menacé l'heure. C'est la fin du programme. Merci. Rendez-vous demain. Pour une autre édition.